Établissement et commerce au début de l'ère celtique. Au début de l'ère celtique, les peuples commencèrent à vivre en groupes plus importants. Ils construisirent des maisons, des fermes et de petits villages. Ces lieux étaient appelés établissements. Les Celtes vivaient dans de nombreuses régions d'Europe, notamment dans ce qui est aujourd'hui la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne et l'Irlande. Ils choisissaient des endroits dotés de terres fertiles, d'eau potable et d'une protection contre les ennemis. La plupart des établissements étaient situés sur des collines ou près de rivières. Les collines leur offraient une belle vue sur le paysage, et les rivières facilitaient l'approvisionnement en eau et les déplacements. La vie était simple, mais animée. Les maisons celtiques étaient construites en bois, en terre et en paille. Les toits étaient généralement ronds et recouverts de chaume. Les murs étaient faits de bâtons de bois et de terre. À l'intérieur, il y avait une grande pièce. Un feu au centre apportait lumière et chaleur. Les familles dormaient, cuisinaient et travaillaient dans le même espace. Les habitants confectionnaient leurs vêtements, préparaient leurs repas et s'occupaient de leurs animaux. Ils cultivaient du blé et de l'orge et élevaient des vaches, des cochons et des moutons. Chaque villageois avait un travail à accomplir. Certaines colonies celtiques étaient petites, ne comptant que quelques familles. D'autres étaient grandes et peuplées. Certaines, plus grandes, étaient entourées de murs ou de clôtures pour plus de sécurité. On les appelait parfois forts. À l'intérieur des murs se trouvaient des maisons, des cabanes de stockage et des lieux de réunion. Les habitants stockaient le grain dans des fosses spéciales ou des jarres. Ils gardaient leurs outils, leurs armes et autres biens en sécurité. Ces colonies étaient solides et contribuaient à protéger la population des attaques. Le commerce était très important au début du monde celtique. Les gens n'avaient pas d'argent comme nous aujourd'hui. Ils utilisaient le troc pour échanger des marchandises. Cela signifie qu'ils échangeaient un objet contre un autre. Par exemple, quelqu'un pouvait échanger du grain contre de la viande ou des outils contre du tissu. Ainsi, chacun pouvait obtenir ce dont il avait besoin. Les commerçants voyageaient de village en village, apportant avec eux de nouvelles choses, nourriture, outils, bijoux ou même du sel. Le sel était un bien précieux à l'époque celtique. Il servait à conserver la fraîcheur des aliments et à rehausser leur goût. Certains endroits possédaient des mines de sel qui devinrent de riches centres commerciaux. On y échangeait également des métaux comme le fer et le bronze, utilisés pour fabriquer des armes, des outils agricoles et des bijoux. Les outils en fer aidaient les agriculteurs à mieux travailler et à cultiver davantage. Cela facilitait la vie et favorisait la croissance des villages. Les Celtes commerçaient également avec des peuples venus de contrées lointaines. Ils leur donnaient du sel, de la laine et des objets en métal. En échange, ils recevaient du vin, du verre et de la poterie fine de Grèce et d'Italie, par exemple. Ces marchandises étrangères étaient des signes de richesse et de pouvoir. Seuls les riches ou les dirigeants pouvaient se les offrir. Cela montre que le commerce a contribué à l'introduction de nouvelles idées et de nouveaux produits dans le monde celtique. Les commerçants suivaient parfois les rivières ou les sentiers forestiers. Certaines routes commerciales sont devenues des voies très fréquentées par de nombreux peuples. Avec le développement du commerce, certaines colonies prirent de l'importance. Elles devinrent des marchés où l'on venait acheter et vendre. Ces lieux se trouvaient souvent près de carrefours ou de rivières. Les gens voyageaient pendant des jours pour échanger leurs marchandises. Ils rencontraient d'autres commerçants, échangeaient des nouvelles et découvraient différents modes de vie. Cela permit au monde celtique de rester connecté, malgré l'éloignement des populations. Les artisans étaient très importants dans les colonies celtes. Ils fabriquaient des objets utilisables ou échangeables. Les forgerons fabriquaient des outils et des armes en fer. Les potiers fabriquaient des bols et des jarres. Les tisserands fabriquaient des tissus en laine. Ces gens travaillaient dur et possédaient un savoir-faire particulier. Leurs produits étaient indispensables à la vie quotidienne et au commerce. Certaines de leurs œuvres étaient très belles, ornées de motifs et de dessins. Ces objets témoignent du savoir-faire des Celtes. Les premiers Celtes n'étaient pas seulement agriculteurs et commerçants. Ils étaient aussi bâtisseurs et urbanistes. Ils savaient construire des maisons solides, stocker de la nourriture et protéger leurs terres. Ils travaillaient ensemble pour bâtir de bonnes colonies. Ces lieux étaient pleins de vie et d'activité. Les gens s'entraidaient, partageaient des histoires et célébraient ensemble des jours spéciaux.
La vie n'était pas facile, mais elle était riche de sens. Les colonies et le commerce du début de l'ère celtique ont façonné l'avenir. Ils ont montré comment les gens pouvaient vivre ensemble, cultiver et tisser des liens. Le commerce a apporté de nouvelles choses, de nouvelles idées et a contribué à bâtir des communautés plus fortes. Même si cette époque est lointaine, le mode de vie des Celtes nous enseigne encore le travail acharné, le partage et la construction d'une vie meilleure avec les autres. Leurs villages simples et leurs marchés animés étaient le cœur de leur monde, artisanat et technologie. Au début du monde celtique, les Celtes étaient très habiles de leurs mains. Ils savaient fabriquer de nombreux objets utiles et beaux. Ce savoir-faire s'appelle l'artisanat. Les artisans celtes travaillaient le métal, le bois, le tissu, le cuir et l'argile. Ils utilisaient des outils simples, mais leur travail était astucieux et créatif. Ils ne disposaient pas de machines, donc tout était fait à la main. Cet artisanat était essentiel à la vie quotidienne. Les Celtes avaient besoin d'outils pour cultiver, d'armes pour se battre et de marmites pour cuisiner. Ils fabriquaient également des bijoux, des vêtements et des décorations. Les bons artisans étaient respectés au village. L'un des métiers les plus importants était le travail du métal. Les Celtes excellaient dans le travail du bronze et du fer. Le bronze était obtenu en mélangeant du cuivre et de l'étain. Plus tard, ils apprirent à utiliser le fer, plus résistant et plus performant pour la fabrication d'outils et d'armes. Les forgerons étaient les artisans du métal. Ils utilisaient des feux chauds pour fondre le métal et le façonner à l'aide de marteaux. Ils fabriquaient des épées, des couteaux, des haches et des lances. Ils fabriquaient également des outils agricoles comme des faucilles et des charrues. Ces outils permettaient aux agriculteurs de cultiver plus et de travailler plus vite. Les métallurgistes fabriquaient également des objets d'usage quotidien et décoratifs. Ils fabriquaient des épingles, des broches et des bracelets. Ces objets étaient non seulement utiles, mais témoignaient également de leur beauté et de leur savoir-faire. Nombre d'entre eux présentaient des motifs particuliers, souvent composés de spirales, de cercles et d'animaux. Ces motifs sont aujourd'hui connus sous le nom d'art celtique. Certains objets fabriqués par les artisans celtes étaient si beaux qu'ils étaient conservés comme des trésors. Ils témoignaient du haut niveau de savoir-faire et de créativité de la société celtique. Un autre artisanat important était la poterie. Les potiers fabriquaient des pots, des bols et des jarres en argile. Ils façonnaient l'argile à la main ou à l'aide d'un simple tour. Ils les cuisaient ensuite au feu pour les durcir. Ces pots servaient à cuisiner, à conserver les aliments et à contenir l'eau. Certains étaient simples, d'autres ornés de motifs ou peints. La poterie était présente dans tous les foyers et était très utile. Chaque village avait besoin de bons potiers. Le tissage était également une compétence importante. Les gens fabriquaient des tissus à partir de laine et de lin. Ils filaient d'abord la laine pour en faire du fil. Ensuite, ils utilisaient des métiers à tisser pour tisser le fil en tissu. Ce tissu servait à fabriquer des vêtements, des couvertures et des sacs. Les femmes effectuaient la majeure partie du filage et du tissage. Elles travaillaient dur pour garder leur famille au chaud. Certains tissus étaient teints de couleurs vives à l'aide de plantes. Des motifs étaient également ajoutés pour embellir le tissu. Le travail du bois était un autre artisanat utile. On l'utilisait pour construire des maisons, des charrettes et des meubles. On fabriquait des portes, des bancs et des tables. Le bois servait également à fabriquer des roues, des outils et même des jouets. Les menuisiers utilisaient des outils simples comme des haches, des couteaux et des scies. Ils choisissaient des arbres robustes et façonnaient le bois avec soin. Les bons menuisiers contribuaient à la construction de maisons sûres et d'objets utiles au quotidien. Les artisans celtes travaillaient également le cuir. Ils fabriquaient des chaussures, des ceintures, des sacs et des sangles. Le cuir était fabriqué à partir de peaux d'animaux. Celles-ci étaient nettoyées, assouplies et découpées. Le cuir était résistant et durait longtemps. Il était également utilisé pour la confection de vêtements et d'armures, rendant la vie plus facile et plus confortable. La technologie du monde celtique était simple, mais très astucieuse. Les gens utilisaient intelligemment ce qu'ils avaient à leur disposition. Ils fabriquaient des outils pour travailler plus vite et mieux. Ils construisaient des maisons solides,
fabriquaient des vêtements résistants et trouvaient des moyens de stocker la nourriture. Les agriculteurs utilisaient des outils en fer pour creuser la terre, ce qui leur permettait de cultiver davantage. Ils creusaient des puits pour obtenir de l'eau potable. Ils fabriquaient des chariots à roues pour transporter des objets lourds. Ils construisaient également des routes et des ponts en pierre et en bois. À l'origine, les Celtes n'avaient pas d'écriture. Ils partageaient donc leurs connaissances par la parole et l'enseignement. Les compétences se transmettaient de parents à enfants. Un père enseignait à son fils à fabriquer des outils. Une mère montrait à sa fille à filer la laine. Ainsi, l'artisanat a perduré pendant de nombreuses années. Chacun a contribué à la solidité et à la sécurité du village. L'artisanat et la technologie simple ont permis aux Celtes de se bâtir une vie agréable. Leur travail acharné leur a fourni nourriture, vêtements et abris. Leurs idées ingénieuses ont permis de créer des outils et des objets qui surprennent encore aujourd'hui. Même sans machines modernes, ils ont créé des objets solides, utiles et beaux. Leur savoir-faire a contribué à façonner le monde dans lequel ils vivaient et à laisser une empreinte dont nous nous souvenons encore aujourd'hui. Langue et diffusion culturelle. Au début du monde celtique, la langue était un élément essentiel de la vie. On l'utilisait pour parler, raconter des histoires, chanter et partager ses connaissances. Les Celtes n'écrivaient pas beaucoup au début, leur langue était donc principalement parlée. C'est ce qu'on appelle la tradition orale. Ils se souvenaient des histoires en les racontant sans cesse. Les parents racontaient des histoires à leurs enfants. Les poètes et conteurs, appelés bardes, racontaient de longs récits sur les héros, les batailles et les dieux. Ces récits ont contribué à perpétuer la langue et la culture celtique. La langue celtique n'était pas une langue unique. C'était un groupe de langues issues des mêmes racines. Ces langues ont évolué au gré des déplacements des populations. Au fil du temps, différentes langues celtiques ont été parlées dans différentes régions d'Europe. À l'ouest, on parlait le celtique goïdélique, qui est devenu plus tard l'irlandais, le gaélique écossais, le manois. À l'est et au nord, on parlait le celtique brittonique, qui est devenu le gallois, le cornique et le breton. Malgré des mots différents, ces langues appartenaient à la même famille. En s'installant sur de nouvelles terres, les Celtes ont apporté leur langue avec eux. C'est ce qu'on appelle la diffusion culturelle. Cela désigne la manière dont les idées, les coutumes et les langues se sont transmises d'un groupe à l'autre. Les Celtes ont voyagé à travers de vastes régions d'Europe. Ils ont atteint des pays comme la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et même certaines parties de la Turquie. À chaque nouveau lieu, ils se sont mêlés aux populations locales. Ils ont partagé leur langue, leurs croyances et leur mode de vie. Parallèlement, ils ont également appris des autres. Cet échange a permis aux deux groupes de grandir et d'évoluer. La langue celtique s'est notamment répandue grâce au commerce. Les commerçants parlaient aux habitants d'autres villages et d'autres terres. Ils avaient besoin de se comprendre et apprenaient donc de nouveaux mots. Parfois, des mots d'une langue s'ajoutaient à une autre. Cela facilitait la circulation de nouvelles idées et de nouveaux objets entre les cultures. Cela aidait également les gens à nouer des amitiés solides et à travailler ensemble. La langue rendait ces liens plus faciles et plus forts. Un autre moyen de diffusion culturelle était le mariage et les voyages. Lorsque des personnes de tribus différentes se mariaient, elles associaient leurs coutumes. Les enfants apprenaient la langue et les histoires de leurs deux parents, contribuant ainsi à la vitalité de la culture. Les gens se déplaçaient également pour d'autres raisons, comme la guerre, l'agriculture ou l'aventure. Lors de leurs déplacements, ils emportaient avec eux leur langue et leurs traditions. C'est ainsi que le mode de vie celtique a pu se répandre dans de nombreux pays. Même si les Celtes n'écrivaient pas beaucoup à l'époque, ils possédaient quelques symboles. On les appelait ogam. L'ogam était une forme d'écriture ancienne, principalement utilisée en Irlande. Elle était constituée de lignes gravées dans la pierre ou le bois. Chaque groupe de lignes représentait une lettre ou un son. L'ogam était utilisé pour les noms et les messages courts. Il témoignait du désir des Celtes de se souvenir des choses importantes. Plus tard, lorsque l'écriture s'est répandue, les langues celtiques ont été transcrites dans des livres et des poèmes. Au fil du temps, le monde celtique a évolué. D'autres groupes puissants, comme les Romains, ont envahi les terres celtiques. Les Romains parlaient le latin et de nombreuses personnes ont commencé à l'apprendre.
Certains mots celtiques ont disparu, mais d'autres sont restés. Dans les régions où les Romains exerçaient moins de contrôle, comme l'Irlande et l'Écosse, les langues celtiques sont restées fortes. Les habitants ont continué à parler et à partager leurs histoires. Aujourd'hui, ces langues existent toujours, même si elles sont moins parlées. La langue et la diffusion culturelle ont contribué à façonner le monde celtique. Grâce à la langue, les peuples pouvaient partager leurs pensées, leurs rêves et leurs connaissances. Cela les aidait à rester connectés, même lorsqu'ils vivaient loin les uns des autres. Leurs mots portaient leur histoire et leur esprit. La diffusion culturelle a aidé le peuple celte à grandir et à apprendre. Ils ont transmis de nouvelles idées aux autres et en ont reçu en retour. Cela a enrichi et rendu leur culture plus vivante. Aujourd'hui encore, la voix des Celtes résonne. En Irlande, au pays de Galles et en Écosse, on parle encore d'anciennes langues celtiques. On y raconte encore des chants, des histoires et des poèmes. Ils nous rappellent une époque lointaine où l'on utilisait des mots simples pour tisser des liens forts. La langue et la culture sont comme des rivières. Elles coulent, elles bougent et elles apportent la vie. Les Celtes ont utilisé leurs mots pour façonner leur monde. Et ce monde nous touche encore aujourd'hui. Société guerrière et identité martiale. Au début du monde celtique, les guerriers étaient très importants. Ils étaient forts, courageux et prêts à se battre pour protéger leurs terres et leur peuple. Les Celtes vivaient à une époque où les batailles étaient fréquentes. Les villages avaient besoin de guerriers pour se défendre contre leurs ennemis et se battre pour leurs terres ou leurs biens. De ce fait, les guerriers étaient respectés et occupaient une place importante dans la société. Être guerrier n'était pas seulement un métier, c'était un mode de vie. Cela faisait partie intégrante de leur identité. C'est ce qu'on appelle l'identité martiale. Dès leur plus jeune âge, les garçons étaient formés pour devenir des guerriers. Ils apprenaient à manier des armes comme l'épée, la lance et le bouclier. Ils apprenaient également à monter à cheval, à chasser et à survivre dans la nature. Ces compétences les rendaient forts et prêts au combat. Les guerriers plus âgés enseignaient aux plus jeunes. Ils transmettaient leurs connaissances et leur expérience, contribuant ainsi à la perpétuation de la tradition guerrière de génération en génération. Les guerriers ne combattaient pas seulement pour eux-mêmes. Ils combattaient pour leur tribu, leurs chefs et leurs familles. Ils considéraient que combattre pour ce qu'ils aimaient était un honneur. Certains guerriers portaient des vêtements spéciaux ou se peignaient le visage et le corps avant le combat. Cela leur donnait une allure féroce et effrayait leurs ennemis. Ils portaient également des armes décorées et des bijoux pour afficher leur force et leur fierté. Ces objets n'étaient pas seulement esthétiques, ils témoignaient de l'habileté et de la bravoure du guerrier. Au combat, les guerriers celtes étaient réputés pour leur courage. Ils criaient souvent fort pour effrayer leurs ennemis. Certains chargeaient les premiers pour montrer qu'ils n'avaient pas peur. Ils combattaient avec passion et force. Nombre d'entre eux préféraient se battre face à face avec leurs ennemis, estimant que c'était plus honorable ainsi. Gagner une bataille était source de fierté, mais même mourir au combat était considéré comme noble. Les guerriers croyaient que leur esprit perdurerait grâce à l'honneur. Les chefs des tribus celtiques étaient souvent des guerriers. Ils étaient choisis pour leur force, leur sagesse et leur courage. Un bon chef guerrier protégeait son peuple et le menait au combat. Il prenait des décisions importantes et aidait à résoudre les problèmes. Les peuples suivaient les chefs qui faisaient preuve de courage et d'équité. Parfois, les femmes se battaient aussi comme guerrières. Certaines femmes fortes dirigeaient des armées et défendaient leur foyer. Elles étaient respectées au même titre que les hommes. Les armes occupaient une place importante dans la vie du guerrier. Les épées étaient longues et en fer. Les lances servaient à lancer ou à poignarder. Les boucliers, ronds ou ovales, contribuaient à protéger le corps. Certains guerriers utilisaient également des haches ou des frondes. Ces armes étaient fabriquées par des artisans qualifiés et présentaient souvent des motifs spécifiques. L'arme d'un guerrier constituait une part de son identité. Elle révélait qui il était et ce qu'il avait accompli. Le rôle du guerrier ne se limitait pas au combat. En temps de paix, il contribuait au maintien de l'ordre dans le village. Il protégeait les faibles et maintenait la paix. Il formait les jeunes et partageait les récits des batailles passées. Ces récits étaient racontés autour des feux et lors des festins. Il contribuait à enseigner les valeurs de courage, de loyauté et d'honneur, valeurs qui étaient au cœur de la société guerrière celtique.
Lorsqu'un guerrier mourait, ses funérailles étaient spéciales. Il était souvent enterré avec ses armes et autres objets importants. Cela témoignait de son rôle et honorait sa vie. Certains guerriers avaient de grandes tombes avec des épées, des boucliers et même des chars. Ces funérailles témoignaient de la bravoure et du respect de la personne. Le souvenir d'un bon guerrier était perpétué par des histoires et des chants. La société guerrière a contribué à façonner le monde celtique. Elle a donné de la force aux tribus et protégé leur mode de vie. L'identité martiale des Celtes reposait sur la bravoure, la loyauté et l'habileté. Même si de nombreuses années ont passé, l'image du guerrier celte est toujours aussi forte. Nous nous souvenons d'eux non seulement pour leur combat, mais aussi pour leur esprit. Ils ont vécu avec courage et défendu leurs convictions. Le guerrier celte était plus qu'un simple combattant. C'était un protecteur, un enseignant et un leader. Sa vie fut pleine de défis, mais aussi pleine de sens. Par le combat et la paix, le guerrier a contribué à bâtir et à défendre le monde celte. Son héritage perdure encore aujourd'hui, dans les récits, dans l'histoire et dans le cœur de ceux qui honorent le passé. Réseaux commerciaux et relations extérieures. Au début du monde celtique, le commerce était un élément essentiel de la vie. Les gens ne restaient pas toujours au même endroit. Ils voyageaient vers d'autres villages et d'autres terres pour trouver ce dont ils avaient besoin. Ils partageaient également ce qu'ils fabriquaient ou cultivaient. Cette circulation de biens et d'idées a contribué à la force des Celtes et leur a permis de nouer des liens avec des peuples extérieurs à leurs terres. Ces liens sont appelés réseaux commerciaux et relations extérieures. Les réseaux commerciaux sont les voies empruntées par les hommes pour acheter et vendre des marchandises. Ces chemins traversaient des collines, des rivières, des forêts et des mers. Certains étaient courts, reliant simplement des villages voisins, d'autres étaient longs et traversaient de nombreux territoires. Les commerçants marchaient, montaient à cheval ou utilisaient des chariots pour transporter leurs marchandises. Ils utilisaient également des bateaux sur les rivières ou le long des côtes. Ces routes commerciales facilitaient le transport des marchandises. Les Celtes échangeaient de nombreuses choses. Ils donnaient à d'autres des objets comme du sel, de la laine, des peaux et des outils en métal. Ils échangeaient également des armes, des bijoux et de la poterie. En échange, ils recevaient des marchandises introuvables sur leur propre territoire, comme du vin, du verre, de la poterie fine et des épices. Certaines de ces marchandises provenaient de contrées lointaines comme la Grèce, l'Italie et le Moyen-Orient. Cela montre que les commerçants celtes pouvaient parcourir de grandes distances et rencontrer des peuples très divers. Le sel était l'un des produits les plus importants du commerce celtique. Il servait à préserver les aliments de la pourriture. Les régions dotées de mines de sel devinrent riches et puissantes. On venait de loin pour s'en procurer. Le métal était également très précieux. Les Celtes excellaient dans le travail du bronze et du fer. Ils fabriquaient des outils robustes et de beaux objets recherchés par de nombreux acheteurs. Leur travail du métal était réputé pour sa qualité et la finesse de ses motifs. Les marchés étaient courants dans les pays celtiques. C'étaient des lieux de rencontre pour le commerce. Certains se tenaient dans les villages, d'autres lors de festivals. Les commerçants venaient de différentes tribus et de différents pays. Ils présentaient leurs marchandises et concluaient des accords. On y venait aussi pour rencontrer d'autres personnes, partager des nouvelles et savourer de la musique ou de la nourriture. Ces marchés contribuaient à maintenir le lien entre les peuples celtes. Le commerce a également contribué à la diffusion de nouvelles idées. Lorsqu'ils se rencontraient, les gens ne se contentaient pas d'échanger des biens. Ils parlaient aussi d'agriculture, de construction, de cuisine et de religion. Ils apprenaient les uns des autres. Ce partage de connaissances a contribué à améliorer les conditions de vie des gens et à instaurer la paix entre les groupes. Le commerce réduit les risques de conflits. Le commerce a permis de nouer des amitiés entre des inconnus. Les relations extérieures étaient également façonnées par les voyages et les contacts. Les Celtes rencontrèrent de nombreux peuples différents, les Grecs, les Étrusques et les Romains. Parfois, ils commerçaient avec eux, parfois ils se battaient. Mais même en temps de guerre, le commerce continuait souvent. Les gens avaient toujours besoin de marchandises, et les commerçants étaient souvent autorisés à se déplacer d'un pays à l'autre. Ces contacts permirent aux Celtes de découvrir d'autres cultures et de découvrir ce qu'ils avaient à offrir.
À mesure que le monde celtique se développait, certaines tribus devinrent très puissantes. Ces groupes contrôlaient des routes commerciales clés. Ils bâtirent des villes fortes près des rivières et des carrefours. Ces villes devinrent des centres commerciaux et culturels. Leurs chefs collectaient des biens et nouaient des alliances avec d'autres groupes. Ces liens enrichirent et renforcèrent leurs tribus. Les Celtes commerçaient également par voie maritime. Des bateaux transportaient des marchandises le long des côtes et vers les îles voisines. Certains commerçants traversaient la mer pour rejoindre la Grande-Bretagne ou l'Irlande. D'autres naviguaient sur des fleuves comme le Rhin et le Danube. Ces voies navigables étaient plus rapides que les routes et permettaient le transport de marchandises lourdes. Le commerce maritime contribuait à relier les Celtes au reste de l'Europe. Même si les Celtes vivaient il y a longtemps, leurs réseaux commerciaux étaient très développés. Ils savaient conclure des affaires, transporter des marchandises et nouer des relations. Ils utilisaient leurs compétences pour obtenir ce dont ils avaient besoin et partager ce qu'ils possédaient. Leurs réseaux commerciaux les ont aidés à s'enrichir, à apprendre de nouvelles choses et à se lier d'amitié avec d'autres cultures. Le commerce était bien plus que de simples achats et ventes. C'était un moyen de bâtir une vie meilleure. Il rassemblait les gens et les aidait à se comprendre. Les premiers Celtes utilisaient le commerce et les relations extérieures pour façonner leur monde. Ces liens ont contribué à l'essor de leur culture et à son rayonnement bien au-delà de leur propre terre. Leur histoire nous rappelle que le partage et la collaboration rendent chacun plus fort. Expansion et migration. À l'origine, le peuple celtique vivait principalement en Europe centrale. Mais au fil du temps, il a commencé à se déplacer vers de nouveaux lieux. Ce mouvement est appelé migration. Au fil de leur déplacement, ils ont apporté avec eux leur langue, leurs coutumes et leur mode de vie. Les tribus celtes ne sont pas restées cantonnées à une seule région. Elles cherchaient des terres plus fertiles, de nouveaux débouchés commerciaux et des abris plus sûrs. Ce mouvement a également contribué à diffuser leur culture dans de nombreuses régions d'Europe. Ce n'est pas un seul groupe qui s'est déplacé, mais de nombreuses tribus au fil des ans. C'est ce que l'on appelle l'expansion. L'expansion des Celtes a débuté à l'époque des cultures de Hallstatt et de l'Athènes. C'était une époque de croissance et de changement. Les Celtes acquéraient de nouvelles compétences et fabriquaient des outils plus performants. Leur nombre augmentait également. À mesure que les naissances augmentaient, ils avaient besoin de plus d'espace pour vivre et cultiver. Certaines terres n'étaient plus propices à l'agriculture. À la recherche de meilleures terres et de ressources supplémentaires, les Celtes commencèrent à voyager. Ils sillonnèrent les 4 directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest. L'une des directions les plus importantes était l'ouest. De nombreuses tribus celtes traversèrent la France actuelle. De là, elles s'installèrent en Espagne, en Grande-Bretagne et en Irlande. Partout, elles construisirent maisons et villages. Elles apportèrent avec elles leurs outils, leur langue et leur mode de vie. Elles rencontrèrent d'autres peuples et vécurent parfois en paix avec eux. D'autres fois, elles se battirent et s'emparèrent des terres. Ce mélange de paix et de combat les aida à s'installer dans de nouvelles régions. Au nord, les Celtes s'installèrent dans certaines régions d'Allemagne et de Belgique. Ils vivaient près des rivières et des forêts. Ces lieux leur fournissaient nourriture, eau et bois pour la construction. Au sud, ils s'étendirent jusqu'en Italie du Nord. Certaines tribus s'étendirent même jusqu'à la région que nous appelons aujourd'hui la Turquie. À chaque nouveau lieu, les Celtes laissèrent leur empreinte. Ils bâtirent des villes, fabriquèrent des outils et partagèrent leurs croyances. Un célèbre groupe de Celtes émigrateurs se rendit en Grèce et combattit les Grecs. Un autre groupe traversa les Alpes et attaqua Rome au début de la République romaine. Les Romains craignaient les Celtes et les appelaient Gaulois. Plus tard, ils livrèrent de nombreuses batailles contre les tribus celtes. Malgré cela, les Celtes restèrent longtemps puissants dans de nombreuses régions. Au fil de leurs déplacements, les Celtes ont créé des routes commerciales. Ces routes leur ont permis d'échanger des marchandises comme le sel, la laine, les armes et la poterie. Ils commerçaient avec les Grecs, les Étrusques, puis avec les Romains. En échange, ils recevaient du vin, du verre et des vêtements raffinés. Le commerce a permis aux Celtes d'apprendre de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes. Il leur a également permis de tisser des liens solides à travers l'Europe.
Les migrations n'étaient pas toujours faciles. Les Celtes traversaient parfois des moments difficiles. Ils devaient se battre pour des terres ou survivre dans des régions où le climat était mauvais. Mais ils étaient forts et savaient vivre de la terre. Ils pouvaient construire des maisons, cultiver et protéger leur famille. Ils travaillaient également ensemble en tribus. Une tribu était un groupe de familles qui s'entraidaient. Chaque tribu avait des chefs qui prenaient les décisions et menaient les guerres. À mesure que les Celtes se sont répandus, leur culture s'est également propagée. Ils ont apporté leur langue, leur art et leurs histoires. Dans les nouvelles terres, ces choses ont quelque peu changé, mais l'esprit celtique a été préservé. C'est ainsi que la culture celtique a perduré dans de nombreux endroits. Aujourd'hui encore, nous en constatons les résultats. Dans des pays comme l'Irlande, l'Écosse et le pays de Galles, les gens parlent encore des langues celtiques. Ils chantent encore de vieux chants et célèbrent des fêtes ancestrales. L'expansion et la migration des Celtes ont contribué à façonner l'Europe. Ils n'ont pas bâti de grands empires comme les Romains, mais ils ont bâti des communautés fortes. Ils vivaient en harmonie avec la nature et respectaient la terre. Leurs déplacements à travers l'Europe furent lents mais puissants. Ils ont transformé chaque lieu qu'ils ont traversé et ont préservé la force de leur culture. L'histoire de la migration celtique est une histoire de courage, d'apprentissage et de survie. Elle montre comment des individus peuvent s'installer sur de nouvelles terres tout en conservant leur identité. Les Celtes ne sont pas restés au même endroit. Ils ont exploré, se sont installés et ont grandi. Religion et paysages sacrés. Dans le monde celtique, la religion occupait une place essentielle dans la vie. Les Celtes croyaient que la nature était pleine de pouvoir et de magie. Ils n'avaient pas de grands temples de pierre comme les Romains ou les Grecs. Ils pratiquaient leur culte en plein air. Forêts, rivières, collines et lacs étaient pour eux des lieux sacrés. Ces lieux étaient considérés comme le refuge des esprits, des dieux et d'autres puissances invisibles. Les Celtes croyaient que le monde qui les entourait était vivant et chargé de sens. Cette idée a façonné leur religion et leur mode de vie. Les Celtes croyaient en de nombreux dieux et déesses. Ces dieux étaient liés à la nature. Certains étaient les dieux du ciel, du soleil ou de la lune. D'autres étaient les dieux des rivières, des arbres, des animaux ou de la guerre. Chaque tribu pouvait donner des noms différents au même dieu. Il n'existait pas de religion celtique unique. Chaque tribu avait ses propres croyances et pratiques de culte. Mais toutes croyaient que la nature était profondément liée au divin. Elles remerciaient leur Dieu pour les bonnes récoltes, les voyages sans danger et les victoires au combat. On trouvait des lieux sacrés partout sur les terres celtiques. Une rivière pouvait être considérée comme sacrée. Une haute colline pouvait être un lieu où les dieux pouvaient être entendus. Une forêt paisible pouvait être l'endroit idéal pour prier. Ces lieux étaient appelés paysages sacrés. On y venait pour faire des offrandes, demander de l'aide ou remercier. On pouvait y laisser de la nourriture, des armes, des bijoux ou des pièces de monnaie dans l'eau ou les enterrer. Ces offrandes étaient censées témoigner du respect et implorer la bénédiction des dieux. Les arbres étaient particulièrement importants dans la religion celtique. Les Celtes les croyaient sages et puissants. Certains, comme le chêne, l'if et le frêne, étaient considérés comme porteurs d'une signification particulière. Les bosquets sacrés ou petites forêts étaient utilisés pour des cérémonies et des réunions. Les gens se réunissaient sous les arbres pour prier, chanter et partager des histoires. L'arbre était également symbole de vie, de mort et de renaissance. Il symbolisait le lien entre la terre et le ciel. Les druides étaient les chefs religieux des Celtes. Très respectés et réputés pour leur sagesse, ils étaient enseignants, guérisseurs et juges. Ils dirigeaient des cérémonies et enseignaient aux jeunes les dieux, les étoiles et les saisons. Ils connaissaient également de nombreuses histoires et poèmes. Les druides n'écrivaient pas leur savoir. Ils se souvenaient de tout et le transmettaient oralement. Ils s'entraînaient pendant de nombreuses années pour assimiler tous les enseignements anciens. On les écoutait et on leur faisait confiance. Les fêtes celtiques étaient un élément important de la religion. Elles marquaient le changement des saisons et le cycle de la vie. L'une des plus importantes était Samhain, qui marquait la fin des récoltes et le début de l'hiver. On croyait que pendant Samhain,
les esprits des morts pouvaient rendre visite aux vivants. On allumait des feux, on partageait de la nourriture et on racontait des histoires. D'autres fêtes célébraient le début du printemps, le jour le plus long de l'année, et la période des récoltes. Ces événements rassemblaient les gens et les aidaient à se rapprocher de la nature et des dieux. Les animaux faisaient également partie de la religion celtique. Certains étaient considérés comme sacrés. Le sanglier, le cerf, le cheval et le corbeau avaient tous une signification particulière. On croyait que les animaux étaient porteurs de messages divins. Parfois, ils participaient à des cérémonies et on les traitait avec honneur et attention. Les Celtes utilisaient également des symboles animaliers dans leur art et sur leurs armes. Ces symboles témoignaient de leur puissance, de leur courage et de leur lien avec le divin. Les pratiques funéraires étaient également liées à la religion. Les gens croyaient à la vie après la mort. Ils enterraient les morts avec de la nourriture, des outils et d'autres offrandes. Cela montrait qu'ils pensaient que l'esprit aurait besoin de ces choses dans l'au-delà. Certaines tombes étaient construites dans des endroits particuliers, comme au sommet d'une colline ou près d'une rivière. Ces lieux étaient choisis car considérés comme proches du monde des dieux. La religion celtique était profondément liée à la terre. Elle ne se résumait pas aux bâtiments ou aux livres, mais à un sentiment d'intimité avec la nature et les puissants invisibles. Le paysage sacré faisait partie intégrante du quotidien. Les gens voyaient le monde comme un lieu d'émerveillement et d'esprit. Leurs croyances les guidaient, leur donnaient de l'espoir et les unissaient. Aujourd'hui encore, le souvenir de leur religion perdure à travers les récits, les fêtes et la beauté de la nature qu'ils aimaient tant. Dans la religion celtique, les couleurs et les sons avaient aussi une grande importance. Les couleurs étaient liées à certaines énergies. Par exemple, le vert représentait la nature, la croissance et la guérison. Le rouge symbolisait la force et le courage. Le blanc était associé à la pureté et aux esprits. Les vêtements, les peintures et les objets utilisés dans les rituels étaient choisis avec soin pour leur signification. Les sons jouaient un rôle spécial pendant les cérémonies. Les Celtes utilisaient des instruments comme des tambours, des cornes et des flûtes. Les sons étaient utilisés pour appeler les esprits, marquer les débuts des rituels ou faire fuir les mauvais esprits. La musique et les chants reliaient les gens entre eux et à leur Dieu. Parfois, les chants étaient transmis de génération en génération, gardant vivante la mémoire du peuple. Les symboles étaient aussi très importants. Les Celtes gravaient des formes en spirale, des cercles et des entrelacements sur des pierres, des bijoux et des armes. Ces dessins n'étaient pas seulement décoratifs, ils avaient des significations profondes. Une spirale pouvait représenter la vie qui avance, la naissance et le renouveau. Les symboles étaient portés comme des amulettes pour protéger les personnes ou leur apporter chance. Les rêves avaient aussi leur place dans la spiritualité celte. Les gens pensaient que, pendant le sommeil, l'esprit pouvait voyager et recevoir des messages. Les druides pouvaient parfois aider à interpréter ces rêves. Ils étaient vus comme des signes ou des conseils des dieux ou des ancêtres. Ainsi, dans la religion celte, chaque élément du monde couleur, son, symbole ou rêve avait une signification. Tout était lié à la nature et au sacré, créant une vie pleine de magie et de respect pour le monde invisible. Structure sociale et vie quotidienne. Les gens vivaient en tribus, chacune ayant ses propres règles, chefs et modes de vie. Les Celtes ne possédaient pas de grandes villes comme les Romains, mais ils possédaient des villages, des fermes et des communautés fortes. Leur structure sociale était organisée et chacun avait un rôle à jouer. La vie reposait sur l'agriculture, la famille et l'entraide. Les gens travaillaient dur, mais ils célébraient aussi ensemble lors de festivals et de rassemblements. La tribu était au cœur de la vie celtique. Au sommet de la structure sociale se trouvait le roi ou chef. Cette personne était choisie pour sa bravoure, sa sagesse ou son leadership. Le roi protégeait la tribu, la menait au combat et prenait des décisions importantes. Il était secondé par des guerriers et des conseillers. Ces guerriers étaient respectés pour leur force et leur habileté. Ils s'entraînaient dès leur plus jeune âge et protégeaient le territoire des ennemis. Ils participaient également aux raids et aidaient à collecter des biens auprès des autres tribus. Au-dessous des guerriers se trouvaient les druides.
Les druides étaient très importants dans la société celtique. Ils étaient prêtres, enseignants et guérisseurs. Ils dirigeaient les cérémonies religieuses, enseignaient aux jeunes et conseillaient les chefs. Les druides étaient réputés pour leur profonde connaissance. Ils n'écrivaient rien, mais mémorisaient tout par cœur. Ils apprenaient la nature, les étoiles, la loi et les histoires anciennes. On les écoutait avec respect et on leur demandait souvent de l'aide. Les agriculteurs et les artisans constituaient la majeure partie de la population. Les agriculteurs travaillaient la terre, cultivaient et élevaient des animaux comme des vaches, des cochons et des moutons. Ils cultivaient du blé, de l'orge et des légumes. Ils récoltaient également des fruits, des noix et des herbes dans la forêt. L'agriculture était un travail pénible, mais elle permettait de nourrir toute la tribu. Les artisans étaient des personnes qualifiées qui fabriquaient des outils, des armes, des vêtements et des bijoux. Les forgerons travaillaient le métal. Les potiers fabriquaient des bols et des jarres. Les tisserands fabriquaient des tissus à partir de laine. Ces métiers étaient importants pour la vie quotidienne et le commerce. Dans la société celtique, les femmes jouaient également un rôle important. Elles s'occupaient du foyer, préparaient les repas et s'occupaient des enfants. Mais beaucoup travaillaient aussi dans les fermes, fabriquaient des objets, participaient même aux batailles. Certaines devenaient druides ou chefs. Elles pouvaient posséder des terres, prendre la parole lors des réunions et prendre des décisions. Les femmes étaient respectées et jouissaient de plus de liberté que dans de nombreuses autres cultures antiques. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprenaient à aider leur famille. Les garçons apprenaient l'agriculture, le combat et l'artisanat auprès de leur père. Les filles apprenaient la cuisine, le tissage et les soins aux animaux auprès de leur mère. Les enfants écoutaient également des histoires, des chansons et des poèmes. Ces récits leur apprenaient l'histoire de leur tribu et les valeurs de courage, d'honneur et de bonté. Les fêtes et les jeux faisaient partie intégrante de leur vie. Et les enfants jouaient avec des jouets en bois ou en argile. Les maisons des villages celtiques étaient généralement rondes et construites en bois, en terre et en paille. Elles avaient des toits de chaume et une grande pièce à l'intérieur. Un feu brûlait au centre pour cuisiner et se réchauffer. Les gens dormaient sur des lits de paille et de peaux de bêtes. Les familles partageaient leurs maisons et travaillaient ensemble. Les villages étaient souvent entourés de clôtures ou de murs pour plus de sécurité. Tout le monde se connaissait et s'entraidait en cas de besoin. La nourriture était simple mais saine. On mangeait du pain, du porridge, de la viande, du poisson, des légumes et des fruits. On buvait du lait, de l'eau et parfois de la bière de céréales. Les repas étaient cuits sur des feux ouverts. Des festins étaient organisés pendant les festivals et après les récoltes. À cette occasion, on mangeait ensemble, on chantait, on dansait et on se racontait des histoires. La musique était jouée au tambour, à la flûte et à la harpe. Ces moments de joie contribuaient à rapprocher les membres de la tribu. Le commerce faisait également partie de la vie quotidienne. Les Celtes échangeaient nourriture, outils et tissus avec d'autres tribus. Parfois, les commerçants apportaient des marchandises de contrées lointaines. En échange, ils offraient du sel, de la laine et des objets en métal. Le commerce permettait aux Celtes d'apprendre de nouvelles choses et de rester en contact avec les autres. La structure sociale et la vie quotidienne des Celtes reposaient sur le respect, le travail acharné et la communauté. Chacun avait sa place et quelque chose à offrir. La vie n'était pas toujours facile, mais elle était pleine de sens. Les Celtes vivaient proches de la nature et les uns des autres. Leurs maisons simples, leur famille solide et leurs traditions profondes les ont aidés à rester forts pendant de nombreuses années. Leur mode de vie inspire encore aujourd'hui. L'invasion claudienne et la romanisation, en l'an 43 après JC, un grand changement s'opéra pour le peuple de Bretagne. Cette année-là, l'empereur romain Claude envoya son armée envahir l'île. Les Romains avaient déjà tenté de s'emparer de la Bretagne, sans succès. Sous Claude, ils arrivèrent avec davantage de soldats, une meilleure planification et un objectif clair. Ce moment historique est connu sous le nom d'invasion claudienne. Il marqua le début de la domination romaine en Bretagne et le début d'un long processus appelé romanisation. Les Romains arrivèrent avec une importante armée.
composée de légions de soldats entraînés et de cavaliers. Ils débarquèrent sur la côte sud de la Bretagne. Certaines tribus celtes tentèrent de les combattre immédiatement, mais d'autres choisirent de se joindre aux Romains ou de faire la paix avec eux. Bien organisés, les Romains construisirent des forts, des routes et des camps au fur et à mesure de leur progression. Leur objectif était de prendre le contrôle du territoire et de l'intégrer à l'Empire romain. L'une des premières grandes batailles eut lieu contre la tribu des Catuvelloni. Cette tribu était forte et dirigée par de puissants guerriers. Les Romains combattirent avec acharnement et finirent par gagner. Après cela, ils s'enfoncèrent plus profondément dans le territoire. L'empereur Claude lui-même vint en Bretagne pour démontrer sa puissance. Avec des éléphants et des soldats, il pénétra dans les villes conquises et fut accueilli comme un grand souverain. Cela contribua à montrer au peuple que Rome était désormais aux commandes. Une fois que les Romains eurent pris le contrôle du sud de la Bretagne, ils commencèrent à bâtir. Ils bâtirent des villes avec des bâtiments en pierre, des marchés et des thermes. Ils construisirent des routes droites reliant ces villes et accélérèrent les déplacements. Ils établirent également des fermes, des mines et des centres commerciaux. Les soldats romains séjournaient dans des forts et leurs familles vivaient souvent à proximité. Ces nouveaux lieux étaient imprégnés des coutumes, des vêtements, de la nourriture et de la langue romaine. Peu à peu, les Britanniques commencèrent à vivre de plus en plus comme les Romains. Ce changement dans la vie quotidienne est appelé romanisation. Cela signifie que la population locale a commencé à adopter les coutumes romaines. Certains dirigeants britanniques ont reçu des noms, des titres et même la citoyenneté romaine. Ils ont collaboré avec les Romains et contribué à maintenir la paix dans leur région. Ces dirigeants conservaient leur pouvoir, mais ils respectaient le droit romain. Les Romains ont également apporté leur religion. Des temples ont été construits et les gens ont commencé à vénérer des dieux romains comme Jupiter, Mars et Minerve. Plus tard, le christianisme s'est également répandu dans toute la Bretagne romaine. Des écoles furent ouvertes dans les villes romaines, et les enfants des familles riches apprenaient le latin, l'histoire romaine et l'art oratoire. Les habitants commencèrent à porter des vêtements de style romain, comme la toge. Ils consommaient des mets romains, notamment des olives, du raisin et de la sauce de poisson. La poterie, les pièces de monnaie et le verre du monde romain étaient utilisés au quotidien. Ces changements ne furent pas imposés à tous, mais se répandirent grâce au commerce, à l'apprentissage et à l'administration. Cependant, toutes les régions de Bretagne ne changèrent pas aussi rapidement. Au nord et à l'ouest, certaines tribus continuèrent de lutter contre la domination romaine. Les Romains construisirent le mur d'Adrien au nord pour repousser les tribus non conquises. La vie y était plus dure et plus dangereuse. La domination romaine était plus forte au sud et à l'est, où les villes et les routes étaient plus développées. Même là, de nombreux habitants conservèrent certaines de leurs anciennes traditions celtiques. L'invasion claudienne a apporté la paix dans certaines régions, mais elle a aussi apporté guerre et pertes. De nombreuses personnes ont péri au combat. D'autres ont été réduites en esclavage ou ont perdu leur maison, mais elle a aussi apporté de nouvelles idées, de meilleures routes, des systèmes d'eau potable et de nouvelles méthodes de construction et d'agriculture. Ce fut une époque de grands changements. Et la vie n'a plus jamais été la même. La romanisation n'a pas complètement effacé le monde celtique. Elle s'y est mêlée. Certains dieux celtiques étaient vénérés aux côtés des dieux romains. Les anciennes fêtes ont perduré, mais ont reçu une nouvelle signification. Les deux cultures se sont rapprochées de multiples façons. Les Britanniques sont devenus romains dans certains domaines, mais ils ont conservé le souvenir de leurs origines. L'invasion claudienne et la romanisation de la Bretagne marquèrent des tournants dans l'histoire. Elles apportèrent un nouveau mode de vie, de nouvelles règles et de nouvelles idées. Les Celtes de Bretagne devinrent membres de l'un des plus grands empires de l'histoire. Leur histoire s'inscrivit dans un monde plus vaste, et même si Rome devait un jour tomber, les traces qu'elle laissa en Bretagne perdurèrent des siècles. La révolte de Boudica et la fin de l'indépendance celtique, au début de la domination romaine en Bretagne, de nombreuses tribus celtes tentèrent de s'adapter au changement. Certaines adoptèrent les coutumes romaines,
tandis que d'autres conservèrent discrètement leurs anciennes traditions, mais tout le monde n'était pas ravi. Les impôts étaient lourds, les lois romaines strictes et les soldats romains ne faisaient pas toujours preuve de respect envers les populations locales. L'un des récits les plus marquants de cette époque est la révolte menée par une femme nommée Boadicée. Elle devint un symbole de résistance et de force. Son combat fut l'un des derniers grands efforts pour préserver l'indépendance celtique. Boadicée était la reine de la tribu des Icènes. Les Icènes vivaient dans ce qui est aujourd'hui l'Est de l'Angleterre. Son mari, le roi Prasutagus, avait régné pacifiquement sur la tribu pendant de nombreuses années. Il avait conclu un accord avec les Romains pour que son peuple puisse rester libre. À sa mort, il légua ses terres à ses filles et à l'empereur romain, espérant ainsi protéger sa famille et sa tribu. Mais les Romains ne respectèrent pas cet accord. Ils prirent le contrôle des terres, battirent Boadicée et blessèrent ses filles. Cet acte cruel mit Boadicée très en colère. Elle réclamait justice et voulait riposter. Boadicée appela d'autres tribus à la rejoindre. Nombreux étaient ceux qui étaient en colère contre les Romains et prêts à se soulever. Bientôt, elle disposa d'une importante armée d'hommes et de femmes prêts au combat. Ils n'étaient pas entraînés comme les soldats romains, mais ils étaient pleins de courage. Ils voulaient protéger leur foyer, leur famille et leur liberté. Le feu au cœur, ils traversèrent les villes romaines et les prirent par surprise. La première ville qu'ils attaquèrent fut Camulodunum, une cité romaine bâtie sur un territoire celtique. Les soldats romains n'étaient pas prêts. L'armée de Boadicée détruisit la ville. Puis ils se dirigèrent vers Londinium, aujourd'hui Londres. Le gouverneur romain Suétone Paulin, n'ayant pas assez de troupes pour l'arrêter, quitta la ville. Boadicée et son armée l'incendièrent. Il en fut de même pour Verulamium. Les villes romaines furent réduites en cendres. De nombreux colons romains furent tués. Ce fut une période terrible et douloureuse pour les deux camps. Les Romains furent sous le choc. Ils n'avaient jamais été confrontés à un soulèvement aussi important et violent en Bretagne. Mais le gouverneur Suétone rassembla ses troupes et élabora un plan. Il choisit un lieu de bataille où il pourrait défendre son armée. Il attendit l'arrivée des forces de Boadicée. L'armée de Boadicée était bien plus nombreuse, mais les Romains disposaient de meilleures armes, d'armures robustes et d'une expérience du combat supérieure. Lorsque les deux camps se rencontrèrent, les Romains tinrent bon. Ils utilisèrent leurs boucliers et leurs épées pour tenir la ligne. Lentement, ils repoussèrent les guerriers celtes. La bataille se termina par une victoire romaine. De nombreux guerriers de Boadicée furent tués. Les autres prirent la fuite. Boadicée elle-même ne survécut pas longtemps à la bataille. Certains disent qu'elle s'empoisonna pour éviter d'être capturée. D'autres affirment qu'elle mourut de maladie ou de tristesse. Quelle que soit sa mort, son nom entra dans la légende. Elle avait résisté à l'empire le plus puissant du monde. Elle avait combattu pour son peuple avec courage et fierté. Après la révolte, les Romains resserrèrent leur contrôle sur la Bretagne. Ils punirent les tribus qui avaient rejoint la rébellion et construisirent davantage de forts et de routes. Ils surveillèrent la population de plus près et s'efforcèrent d'empêcher toute nouvelle révolte. De nombreux chefs celtes ayant collaboré avec les Romains restèrent au pouvoir, mais seulement s'ils respectaient les règles romaines. Au fil du temps, les anciennes coutumes celtiques disparurent. La langue, les vêtements et les coutumes romains devinrent monnaie courante en de nombreux endroits. La révolte de Boadicée fut le dernier grand combat pour l'indépendance celtique en Bretagne. Elle témoigna de la profonde colère et de la douleur ressentie par de nombreux Celtes sous la domination romaine. Elle témoigna également de leur courage et de leur amour de la liberté. Même s'ils ne gagnèrent pas, leur histoire perdura. Aujourd'hui, Boadicée est considérée comme une héroïne. Des statues à son effigie trônent à Londres et son nom est enseigné dans les écoles. Elle nous rappelle que même face à un grand pouvoir, les gens peuvent se lever et s'exprimer. Son combat a marqué la fin du règne libre des Celtes en Grande-Bretagne, mais il a aussi marqué le début d'une histoire inoubliable. Origine du monde celtique. L'histoire du monde celtique commence il y a plusieurs milliers d'années en Europe. Bien avant les villes, les voitures et les ordinateurs, les hommes vivaient en petits groupes. Ces peuples furent les premiers ancêtres des Celtes.
Ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre, chassant et récoltant de la nourriture. Au fil du temps, ils commencèrent à cultiver et à construire des maisons. Ils apprirent à travailler le métal, fabriquant des outils et des armes en bronze, puis en fer. Ces changements les aidèrent à se développer et à créer leur propre culture. Les Celtes ne sont pas originaires d'un seul endroit. Ils sont issus de nombreux groupes à travers l'Europe. Ils partageaient un mode de vie, des racines linguistiques et des croyances communs. On pense que certaines des premières tribus celtiques vivaient dans ce qui est aujourd'hui l'Autriche, l'Allemagne et certaines régions de France. De là, ils se sont dispersés à travers l'Europe. Ils se sont déplacés vers l'ouest, en Espagne et en Grande-Bretagne, vers le nord, en Irlande et en Écosse, et même vers l'est, dans certaines régions de Turquie. La propagation des Celtes ne s'est pas faite d'un coup. Elle s'est faite lentement sur des siècles. Les Celtes vivaient dans de petits villages. Leurs maisons étaient rondes et coiffées de toits de chaume. Ils cultivaient l'orge et le blé et élevaient des animaux comme des vaches, des moutons et des cochons. Leurs vêtements étaient en laine et souvent teints de couleurs vives. Les Celtes étaient fiers de leur apparence et portaient parfois des bijoux en or ou en bronze. Ils aimaient afficher leur statut social par leur tenue. La société celtique était divisée en différents groupes. On y trouvait des guerriers, des agriculteurs, des artisans et des chefs religieux appelés druides. Les druides étaient très importants. C'étaient eux qui enseignaient, donnaient des conseils et célébraient les cérémonies religieuses. On leur prêtait également une grande sagesse. Les guerriers celtes étaient courageux et forts. Ils combattaient pour protéger leurs terres et leur peuple. Ils utilisaient des épées, des lances et des boucliers au combat. Nombre d'entre eux se tatouaient ou se peignaient le corps avant de partir au combat pour effrayer leurs ennemis. Les Celtes croyaient en de nombreux dieux et esprits. Ils pensaient que la nature était pleine de magie. Les rivières, les arbres et les collines étaient sacrés. Ils célébraient des cérémonies dans les forêts et près de l'eau. Ils ne construisaient pas de grands temples comme les Romains. Ils priaient dans la nature. Histoire et chants se transmettaient de génération en génération par la parole. Ces récits contribuaient à perpétuer leur histoire et leurs croyances. Les Celtes n'avaient pas de langue écrite à leur début. Leurs récits étaient donc très importants. Les Celtes étaient également d'habiles artistes. Ils réalisaient de magnifiques motifs sur le métal, le bois et la pierre. Leurs œuvres représentaient souvent des spirales, des animaux et des motifs complexes. Ces motifs sont encore visibles aujourd'hui sur de vieux bijoux, des épées et des pierres sculptées. La musique et la poésie étaient également importantes dans la vie celtique. Les gens se réunissaient pour écouter des chants et des histoires, notamment lors des fêtes. Ces événements rassemblaient la communauté. Au fil du temps, le monde celtique commença à évoluer. D'autres groupes, comme les Romains, s'installèrent sur les terres celtiques. Les Romains étaient puissants et bien organisés. Ils construisirent des routes, des villes et apportèrent leur propre mode de vie. De nombreux Celtes combattirent les Romains, mais à certains endroits, ils furent conquis. Au fil du temps, les coutumes romaines se mêlèrent aux coutumes celtiques. Certaines traditions celtiques disparurent, mais d'autres perdurèrent, notamment en Irlande, en Écosse et au pays de Galles. Même si l'ancien monde celtique s'est lentement éteint, son esprit n'a pas disparu. De nombreuses langues celtiques survivent encore, comme l'irlandais, le gallois et le gaélique écossais. Les habitants de ces terres continuent de raconter des histoires anciennes et de célébrer des fêtes ancestrales. La musique, la danse et l'art du monde celtique perdurent. Des peuples modernes étudient également les Celtes et tentent de perpétuer leur culture. Les origines du monde celtique sont profondes et riches. De simples villages et guerriers courageux à des histoires puissantes et des traditions durables, les Celtes ont beaucoup apporté au monde. Ils étaient forts, créatifs et pleins de vie. Leurs voyages à travers l'Europe ont contribué à façonner l'histoire de nombreux pays. Aujourd'hui encore, leur influence se fait sentir. Le monde celtique a beau avoir commencé il y a longtemps, sa voix résonne encore à travers le temps. La culture de Hallstatt et la révolution du fer, il y a bien longtemps, avant les grandes villes et la vie moderne, vivait en Europe centrale un groupe de personnes.
Ces peuples faisaient partie de ce que nous appelons aujourd'hui la culture de Hallstatt. Cette culture est née environ 800 ans avant Jésus-Christ. Elle doit son nom à un lieu appelé Hallstatt, en Autriche. Dans cette région, de nombreuses tombes et objets anciens ont permis de mieux comprendre le mode de vie de ces peuples. La culture de Hallstatt est très importante car elle témoigne des débuts de la vie de ceux que l'on appellera plus tard les Celtes. Les habitants de la culture de Hallstatt vivaient dans des villages. Leurs maisons étaient faites de bois et de terre. Ils les construisaient près des rivières, des forêts et des collines. Ces lieux leur fournissaient nourriture, eau et protection. Ils cultivaient des cultures comme le blé et l'orge. Ils élevaient également des animaux comme des cochons, des moutons et des vaches. Ils chassaient des animaux sauvages et pêchaient en rivière. Leur vie était simple, mais ils étaient très intelligents et compétents. L'un des aspects les plus importants du peuple de Hallstatt était son utilisation du fer. Avant le fer, on utilisait le bronze, obtenu en mélangeant du cuivre et de l'étain. Le bronze est tendre et ne convient pas aux travaux lourds. En revanche, le fer est plus résistant et dure plus longtemps. Les Hallstattiens apprirent à fondre le fer et à fabriquer des outils, des armes et du matériel agricole. Ce changement, appelé la révolution du fer, leur permit de mieux cultiver, de construire des maisons plus solides et de se défendre plus facilement. La révolution du fer a changé beaucoup de choses dans leur vie quotidienne. Les agriculteurs pouvaient désormais utiliser des charrues en fer, ce qui facilitait le labourage. Cela a permis de cultiver davantage de nourriture, ce qui a entraîné une augmentation de la population. Les forgerons fabriquaient des épées, des lances et des haches en fer. Les guerriers les utilisaient au combat. Ces nouvelles armes étaient plus tranchantes et plus puissantes qu'auparavant, ce qui donnait aux Hallstattiens un avantage dans les combats contre d'autres groupes. La culture de Hallstatt comptait également des chefs et des familles riches. Ces personnes vivaient dans de grandes maisons et étaient enterrées avec de nombreux trésors. Dans leurs tombes, on trouve des bijoux en or, des épées en fer et de beaux vêtements. Cela témoigne de l'existence de classes sociales distinctes. Certains étaient riches et puissants, tandis que d'autres étaient pauvres. Les chefs prenaient les décisions et dirigeaient le peuple en temps de paix comme en temps de guerre. Le commerce était également important pour les Hallstattiens. Ils ne vivaient pas seuls, ils commerçaient avec des gens venus de loin, ils donnaient du sel, du fer et des objets artisanaux. En échange, ils recevaient des articles comme du vin, du verre et de la poterie. Le sel était très précieux car il préservait la nourriture de la pourriture. La région de Hallstatt comptait de nombreuses mines de sel, ce qui enrichit les habitants et contribua à leur développement culturel. L'art occupait également une place importante dans leur vie. Les Hallstattaises créaient de magnifiques motifs sur leurs outils et leurs bijoux. Ils utilisaient des lignes, des formes et des animaux simples dans leur art. Ces motifs n'étaient pas seulement décoratifs. Certains pouvaient avoir une signification particulière. Ils fabriquaient également des poteries ornées de motifs peints. Ces pièces en disent long sur leurs idées et leur style. La religion était également importante. Les Hallstattiennes croyaient en de nombreux dieux et esprits. Ils ne mettaient pas leurs croyances par écrit, mais on peut en deviner l'origine à partir de leurs tombes et de leurs lieux sacrés. Ils croyaient peu, être à la vie après la mort, car ils enterraient leurs morts avec de la nourriture, des outils et des armes. Cela montre qu'ils pensaient que les morts avaient besoin de ces choses dans l'au-delà. Ils vénéraient peu, être aussi le soleil, la lune et la nature. La culture de Hallstatt a perduré pendant de nombreuses années, mais avec le temps, elle a commencé à évoluer. Environ 500 ans avant Jésus-Christ, une nouvelle culture a émergé, la culture de l'Athènes. Elle est apparue après Hallstatt et était encore plus étroitement liée aux Celtes. Mais les habitants de Hallstatt ont posé les bases. Ils ont transmis aux Celtes leurs compétences, leurs outils et leur mode de vie ancestral. Bien que les Hallstattiens aient vécu il y a longtemps, leur culture a contribué à façonner l'histoire de l'Europe. Ils furent parmi les premiers à utiliser le fer à grande échelle. Ils bâtirent des villages solides, commercèrent avec d'autres et créèrent de magnifiques œuvres d'art. Ils contribuèrent au début de l'âge du fer en Europe. Leur histoire ne se limite pas au passé,
Elle raconte comment les gens grandissent, apprennent et construisent une vie meilleure. La culture de Hallstatt et la révolution du fer marquèrent le début d'une grande époque qui perdure encore aujourd'hui, rites funéraires et stratification sociale. Dans le monde celtique primitif, la mort était considérée comme un élément important de la vie. Lorsqu'une personne mourait, les habitants de leur village lui faisaient des adieux particuliers. Ces adieux étaient appelés rites funéraires. Ils croyaient que l'esprit de la personne survivait après la mort. C'est pourquoi ils traitaient les morts avec soin et respect. La façon dont une personne était enterrée témoignait souvent de son importance. Certains avaient des enterrements simples, tandis que d'autres avaient de grandes tombes remplies de nombreux objets de valeur. La plupart des Celtes étaient enterrés. Parfois, ils étaient placés dans une boîte en bois, appelée cercueil. D'autres fois, ils étaient déposés directement dans la terre. Leur corps était placé la tête tournée vers une certaine direction. Ils étaient souvent enterrés avec des objets dont ils pourraient avoir besoin dans l'au-delà, comme de la nourriture, des outils, des armes, des vêtements et des bijoux. Cela témoignait de leur croyance en la vie après la mort et de leur souhait d'un bon voyage pour les morts. Les personnages importants avaient des sépultures très particulières. Chefs, guerriers et familles riches étaient souvent enterrés dans de grandes tombes appelées tumulus. Ces tumulus étaient construits en empilant de la terre sur la tombe. Certains tumulus étaient très imposants et nécessitaient de nombreuses personnes pour leur construction. À l'intérieur de ces tombes, les archéologues ont découvert des épées, des boucliers, des coupes, des bijoux en or et même des chariots. Ces objets témoignent du pouvoir et du respect de la personne. Leurs sépultures témoignent de leur position élevée dans la société. Certaines inhumations étaient bien plus que de simples tombes. Il y avait aussi des cérémonies spéciales. Famille et amis se rassemblaient autour du corps. Ils chantaient des chansons ou racontaient des anecdotes sur la vie du défunt. Parfois, des festins étaient organisés en mémoire de la personne décédée. Ces rituels permettaient de dire au revoir et de témoigner leur amour et leur respect. Tout le village pouvait participer à la cérémonie, surtout si la personne avait été un chef ou un guerrier. La manière dont les gens étaient enterrés nous renseigne également sur la société celtique. Elle montre que les gens n'étaient pas tous pareils. Il y avait différents niveaux ou classes au sein de leur communauté. C'est ce qu'on appelle la stratification sociale. Certains avaient plus de pouvoir, de terre et de richesse que d'autres. Les chefs et les guerriers étaient au sommet. Ils établissaient les règles et protégeaient le peuple. En dessous se trouvaient les artisans, les agriculteurs et les ouvriers. Ces personnes effectuaient la plupart des tâches quotidiennes. Au bas de l'échelle se trouvaient les pauvres, qui possédaient peu de choses et moins de pouvoir. On peut observer cette différence dans les tombes. Les riches avaient de grandes tombes contenant de nombreux objets, tandis que les pauvres avaient de petites tombes avec peu ou pas de biens. Cela montre que les riches étaient considérés comme plus importants. Même après leur mort, leur place dans la société était claire. Parfois, la tombe d'un riche comportait des serviteurs ou des animaux enterrés avec lui. On croyait que cela l'aiderait dans l'au-delà. Ces coutumes montrent que les Celtes croyaient en un ordre social fort. Les tombes des premiers temps celtiques sont comme des livres d'histoire enterrés. Elles nous racontent comment les gens vivaient, ce qu'ils portaient, ce qu'ils possédaient et leurs croyances. Par exemple, la tombe d'un guerrier pouvait contenir une épée, un bouclier et un casque. Cela nous indique qu'il était un combattant et qu'il en était fier. La tombe d'une femme pouvait contenir des bijoux, des outils de tissage ou des marmites, témoignant de son rôle au sein du foyer et de la famille. Chaque tombe a une histoire à raconter. Parfois, les gens étaient enterrés en groupe. Ces sépultures collectives pouvaient être familiales ou appartenir à une même tribu. Les personnes étaient souvent enterrées au même endroit pendant de nombreuses années. Ces cimetières devenaient des lieux sacrés. On s'y rendait pour honorer ses ancêtres. Des pierres ou des poteaux de bois étaient parfois placés pour marquer les tombes, parfois décorés de sculptures ou de symboles. Au fil du temps, les pratiques funéraires ont évolué. Avec l'arrivée de nouvelles idées venues d'autres cultures,
les Celtes ont commencé à mêler leurs coutumes à celles d'autres cultures. Mais l'essence même des rites funéraires est restée la même. Les gens ont continué à faire preuve d'attention, de respect et de croyance en la vie après la mort. Ces coutumes se sont transmises de génération en génération. Les rites funéraires et la stratification sociale nous aident à comprendre la vie celtique primitive. Ils révèlent la manière dont les gens se traitaient les uns les autres, de la vie à la mort. Ils témoignent également de leur attachement à l'honneur, au respect et à la famille. Aujourd'hui encore, ces tombes anciennes nous rappellent les peuples d'autrefois et le monde qu'ils ont bâti de leurs mains et de leur cœur. De Hallstatt à l'Athènes, une transformation culturelle. Il y a bien longtemps, en Europe, vivait un peuple appelé les Celtes. Leur culture primitive, appelée la culture de Hallstatt, a débuté environ 800 ans avant Jésus-Christ. Les habitants de Hallstatt vivaient dans des villages, utilisaient des outils en fer et commerçaient avec d'autres. Ils étaient experts en travail du métal et fabriquaient des armes, des bijoux et des outils. Leurs tombes étaient remplies de nombreux objets précieux, témoignant de la supériorité de certains peuples sur d'autres. Ils ont bâti des communautés solides, étaient réputés pour leur art et leur mode de vie. Mais au fil du temps, cette culture a commencé à évoluer. Un nouveau style de vie s'est développé. La culture de l'Athènes. La transition de Hallstatt à l'Athènes ne s'est pas faite en un jour. Elle a pris de nombreuses années. Il ne s'agissait pas d'un événement majeur, mais d'un lent mouvement de nouvelles idées, de nouveaux styles et de nouvelles coutumes. Environ 500 ans avant Jésus-Christ, la culture de l'Athènes commença à se développer dans les terres proches de l'actuelle Suisse. Cette nouvelle culture se répandit dans de nombreuses régions d'Europe, notamment en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Les habitants vivaient encore dans des villages et parlaient encore des langues celtiques, mais ils commencèrent à vivre différemment. L'un des changements les plus marquants concernait l'art. Les Hallstattès créaient des motifs puissants et simples. Les Lathéniens, quant à eux, créaient des motifs plus fluides et détaillés. Ils utilisaient des courbes, des spirales et des formes végétales dans leur art. Ces nouveaux motifs étaient utilisés sur des armes, des bijoux et des objets du quotidien. Ce style était magnifique et plein de mouvements. Il révélait une nouvelle façon de penser et de ressentir. Le style artistique de l'Athènes devint célèbre et est encore reconnu aujourd'hui pour sa beauté. Un autre changement concernait la manière d'enterrer les gens. À l'époque de Hallstatt, les riches étaient enterrés dans de grandes tombes avec de nombreux biens. À l'époque de l'Athènes, les coutumes funéraires commencèrent à évoluer. Certains endroits possédaient moins de biens funéraires, et la crémation devint plus courante. Le corps était alors brûlé et les cendres placées dans un vase. Ces changements pourraient témoigner de nouvelles croyances sur la vie et la mort. Ils pourraient également indiquer que les gens envisageaient différemment le monde des esprits. Le commerce et les voyages s'intensifièrent également durant la période de l'Athènes. Les gens échangeaient davantage de marchandises et voyageaient plus loin. De nouvelles routes commerciales furent empruntées. Et des produits méditerranéens comme le vin et la poterie fine furent découverts sur les terres de l'Athènes. Cela témoigna des contacts des Celtes avec de nombreuses autres cultures. Ils partageaient également leurs propres biens comme le sel, la laine et les outils en métal. Ces nouvelles connexions contribuèrent à l'essor et à l'évolution de la culture de l'Athènes. Les armes et la guerre évoluèrent également. Les Lathénois fabriquèrent de nouveaux types d'épées et de boucliers, souvent plus longs et de meilleure qualité que ceux de l'époque de Hallstatt. Les guerriers occupaient toujours une place importante dans la société, et les batailles faisaient toujours partie intégrante de la vie. Mais la fabrication et l'utilisation des armes témoignaient de nouvelles compétences et idées. L'équitation devint également plus courante, et certains guerriers partaient au combat à cheval. Les vêtements et les bijoux évoluèrent également. Les habitants de l'Athènes portaient des vêtements en laine, souvent teints de couleurs vives. Ils utilisaient des épingles et des broches pour attacher leurs vêtements. Ces objets étaient non seulement utiles, mais aussi esthétiques. Ils indiquaient leur style et leur rang. Les bijoux devinrent plus détaillés et raffinés. Bagues, bracelets et boucles d'oreilles étaient fabriqués avec soin et savoir-faire. Le passage de Hallstatt à l'Athènes fut une véritable transformation culturelle. Il ne s'agissait pas seulement d'outils ou d'art. Il s'agissait de la façon dont les gens vivaient,
de leurs croyances et de leur vision du monde. La culture de l'Athènes était plus connectée aux autres terres. Elle possédait de nouvelles idées, de nouveaux styles et un nouvel esprit. Pourtant, elle conservait de nombreuses coutumes celtiques. Les habitants parlaient encore des langues celtiques et vivaient en tribus et villages. Cette transformation a façonné l'avenir du monde celtique. Elle a montré comment les gens peuvent grandir et évoluer tout en préservant leurs racines. De Hallstatt à l'Athènes, la culture celtique s'est renforcée, enrichie et créative. La conquête de l'Italie du Nord. Il y a longtemps, les Celtes commencèrent à quitter leurs terres d'Europe centrale. À la recherche de terres plus fertiles, de nourriture plus abondante et de nouveaux lieux de vie, ils s'installèrent notamment en Italie du Nord. Cette région possédait de bonnes terres, des rivières propres et des villes prospères. C'était un endroit propice à la vie et aux cultures. Les Celtes n'étaient pas aussi forts que les guerriers celtes. C'est pourquoi ils s'installèrent et s'emparèrent peu à peu de ce territoire. Les tribus celtes commencèrent à pénétrer dans le nord de l'Italie environ 400 ans avant Jésus-Christ. Elles venaient principalement du nord, par les Alpes. Les Alpes sont de hautes montagnes. Mais les Celtes étaient courageux et habitués aux voyages difficiles. Ils traversèrent ces montagnes avec leurs familles, leurs animaux et leurs chariots. Ils descendirent dans les plaines fertiles de la vallée du Pô. Ce territoire regorgeait de fermes et de villages. Les Celtes, séduits par ce qu'ils virent, décidèrent d'y rester. À cette époque, les habitants du nord de l'Italie appartenaient à différents groupes, dont les Étrusques et d'autres tribus plus petites. Certains étaient forts et avaient bâti des villes avec des remparts et des marchés. Mais ils n'étaient pas prêts à affronter l'invasion celtique. Les Celtes étaient de féroces combattants. Ils possédaient des armes puissantes en fer, des chevaux rapides et des chefs audacieux. Lorsqu'ils attaquaient, de nombreuses villes ne pouvaient les arrêter. Certains s'enfuirent, d'autres furent contraints de vivre sous la domination celtique. L'un des moments les plus célèbres de cette époque fut la bataille entre les Celtes et la République romaine. Vers 390 av. G.C., une tribu celtique appelée les Sénons marcha vers le sud et atteignit Rome. Les Romains tentèrent de les arrêter, mais ils n'étaient pas prêts. Les Celtes remportèrent la bataille et entrèrent dans Rome. Ils incendièrent de nombreux bâtiments et semèrent une grande terreur. C'était la première fois que Rome était prise par un ennemi étranger. Plus tard, les Celtes acceptèrent de quitter la ville après avoir été payés en or. Cet événement resta longtemps gravé dans l'histoire romaine. Après cela, de nombreuses autres tribus celtes s'installèrent en Italie du Nord. Elles ne venaient pas seulement pour combattre, mais pour s'installer. Elles y bâtirent maisons, fermes et villages. Certaines vécurent en paix avec les populations locales, d'autres régnèrent sur le pays en tant que chefs. Les Celtes apportèrent leur langue, leur art et leurs coutumes. Ils commerçaient également avec les villes voisines. Ils donnaient du sel, du métal et de la laine. En échange, ils recevaient du vin, de la poterie et de beaux vêtements. Au fil du temps, l'Italie du Nord devint une terre peuplée de nombreuses tribus celtes. Parmi elles, les Boiens, les Insubres, les Sénons et d'autres. Chaque tribu avait ses propres chefs, guerriers et artisans. Ils s'entraidaient souvent au combat. Parfois, ils se battaient entre eux. Mais ils partageaient tous le même esprit celtique. Ils vivaient dans des maisons en bois, portaient des vêtements colorés et suivaient les anciennes traditions celtiques. Les Romains n'oublièrent pas les Celtes du nord de l'Italie. À mesure que Rome gagnait en puissance, elle chercha à reprendre le contrôle du territoire. Cela donna lieu à de nombreuses batailles entre les Romains et les tribus celtes. Au début, les Celtes remportèrent quelques batailles. Mais les Romains, organisés, continuèrent le combat. Progressivement, ils commencèrent à gagner. Ils construisirent des routes, des forts et des villes. Au IIe siècle av. G.C., les Romains avaient pris le contrôle de la majeure partie de l'Italie du Nord. Certaines tribus celtes furent vaincues au combat. D'autres rejoignirent les Romains et s'intégrèrent à la vie romaine. La culture celtique de la région commença à se mêler aux coutumes romaines. Les habitants commencèrent à parler le latin et à suivre les règles romaines. Malgré ces changements,
le souvenir des Celtes en Italie du Nord ne disparut pas. La conquête de l'Italie du Nord par les Celtes fut une étape importante de l'histoire. Elle témoigna de la force et du courage du peuple celte. Ils voyagèrent loin, affrontèrent le danger et bâtirent une nouvelle vie sur une terre nouvelle. Leur histoire s'inscrivit dans celle des Celtes et des Romains. Aujourd'hui encore, on trouve des traces de leur vie sur les terres qu'ils régnaient autrefois. Leur voyage vers l'Italie du Nord est une histoire de mouvement, de bataille et de changement qui façonna l'avenir de l'Europe. Après avoir conquis une grande partie de l'Italie du Nord, les Celtes s'y installèrent pour longtemps. Ils construisirent des villages avec des maisons en bois, parfois entourés de murs pour se protéger. Ils vivaient de l'agriculture, de l'élevage et du commerce. Les terres étaient fertiles, les rivières donnaient de l'eau propre et les forêts offraient du bois et de la nourriture. Les Celtes cultivaient du blé, de l'orge et des légumes. Ils élevaient des vaches, des moutons et des cochons. Les femmes s'occupaient de la maison, de la nourriture et de la fabrication des vêtements. Les hommes travaillaient aux champs ou partaient à la guerre quand c'était nécessaire. Les artisans celtes étaient très doués. Ils fabriquaient des bijoux, des outils, des armes et de la poterie. Ils travaillaient le fer, le bronze et l'or. Leurs objets étaient souvent décorés avec des spirales, des animaux ou des formes géométriques. Le commerce était très important. Les Celtes échangeaient du sel, du fer, de la laine et des peaux avec les peuples voisins. En retour, ils recevaient du vin, de la céramique, des tissus colorés et parfois des objets exotiques venus de loin. Mais tout n'était pas toujours paisible. Parfois, il y avait des disputes entre tribus celtes. D'autres fois, les Romains attaquaient pour reprendre des terres. Chaque bataille rendait les choses plus difficiles. Petit à petit, Rome devenait plus forte. Les Romains construisaient des routes pour déplacer leurs soldats plus vite. Ils construisaient aussi des villes fortifiées et des camps militaires. Chaque victoire contre les Celtes leur donnait plus de pouvoir dans le nord de l'Italie. Vers 200 avant Jésus-Christ, la plupart des tribus celtes avaient perdu leur liberté. Certaines avaient été vaincues. D'autres avaient fait la paix avec Rome, mais devaient suivre ses lois. Les jeunes Celtes apprenaient le latin, allaient dans des écoles romaines et participaient aux fêtes romaines. La culture celte commença à changer. Beaucoup de traditions anciennes disparurent. Mais certaines coutumes restèrent comme les musiques, les vêtements colorés ou l'art celtique. Même si les Celtes étaient maintenant sous contrôle romain, leur esprit ne mourut pas complètement. Dans les villes, on pouvait voir des marchés avec des produits celtes et romains. Les maisons romaines et les maisons celtes étaient parfois côte à côte. Deux cultures vivaient ensemble, lentement mélangées. Avec le temps, les enfants nés dans ces régions ne parlaient plus la langue celte. Ils parlaient le latin, suivaient les lois de Rome et servaient parfois dans l'armée romaine. Mais dans les villages, les anciens racontaient encore les histoires des grands chefs celtes, des batailles héroïques et de la conquête des terres fertiles. Aujourd'hui, on trouve encore des traces de cette époque, des outils, des bijoux, des tombes celtes et romaines. Ces objets nous racontent une histoire de courage, de changement et de mélange de cultures. La conquête de l'Italie du Nord par les Celtes fut un grand moment de l'histoire. C'est une histoire de voyage, de guerre, mais aussi de vie et d'adaptation. Les Celtes ont laissé leur marque, et cette trace existe encore dans la mémoire des peuples d'Europe. La montée des Oppidas, à la fin du monde celtique, une nouveauté apparut sur le territoire. Les Celtes commencèrent à construire de vastes colonies appelées Oppidas. Plus vastes que des villages et plus solides que de simples fermes, elles étaient des lieux de vie, de travail, de commerce et de sécurité. L'essor des Oppidas marqua une étape importante de l'histoire celtique. Il témoigna de la croissance et de l'évolution des Celtes. Ils bâtirent un monde plus organisé et plus puissant que jamais. Le mot oppidum vient du latin, la langue des Romains. Il désigne une ville ou une place fortifiée. Les Celtes ont commencé à construire des Oppidas environ 150 ans avant Jésus-Christ. Ces lieux se trouvaient dans de nombreuses régions d'Europe, notamment en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et même en Grande-Bretagne. Parmi les Oppidas les plus célèbres, on trouve Alésia, Bibracte et Manching. Chacun était différent, mais tous avaient des points communs. Un oppidum était souvent construit sur une colline ou près d'une rivière.
Les collines offraient une belle vue sur le paysage et contribuaient à protéger des attaques. Les rivières fournissaient de l'eau, du poisson et permettaient de voyager et de commercer. Les Celtes utilisaient le bois, la terre et la pierre pour construire des murs et des portes solides. Certains oppidas possédaient de très hauts remparts, des tours et des fossés, ce qui rendait l'entrée des ennemis difficile. Les habitants des oppidas se sentaient en sécurité derrière ces solides défenses. À l'intérieur de l'oppidum, la vie était trépidante. On y trouvait des maisons, des ateliers, des marchés. On y fabriquait des outils, des armes, des vêtements et de la poterie. Les agriculteurs apportaient de la nourriture de la campagne. Les commerçants venaient acheter et vendre des marchandises. Les artisans travaillaient le métal, le bois et le cuir. L'oppidum était un centre de vie et de travail. C'était un lieu où l'on partageait des nouvelles, des idées et une culture. C'était plus qu'un simple foyer. C'était le cœur de la tribu. L'essor des oppidas témoignait de l'évolution de la société celtique. Auparavant, les habitants vivaient dans de petits villages ou des fermes. Désormais, beaucoup vivaient plus près les uns des autres, au sein de colonies plus vastes et organisées. Cela impliquait la nécessité de dirigeants et de règles. Certains oppidas étaient dirigés par des rois ou des chefs. D'autres pouvaient avoir des conseils ou des groupes d'anciens. Ces dirigeants prenaient des décisions, résolvaient les problèmes et organisaient la défense. Ils collaboraient également avec les commerçants et les autres tribus. L'oppidum devenait ainsi un lieu de pouvoir et de planification. Le commerce a largement contribué à l'importance des oppidas. Les commerçants apportaient des marchandises comme le vin, l'huile d'olive, le verre et la poterie fine du monde romain. En échange, les Celtes offraient du sel, de la laine, des outils en métal et d'autres produits. Les oppidas étaient souvent construits à proximité des routes commerciales, ce qui facilitait les déplacements. Les marchés étaient des lieux animés, remplis de gens, de marchandises et de voix. Le commerce a permis aux Celtes de découvrir d'autres cultures et de s'enrichir. À mesure que les oppidas se développaient, le mode de vie celtique se développait. Les gens commencèrent à utiliser des pièces de monnaie pour acheter et vendre des objets. Cette idée nouvelle, née des contacts avec les Grecs et les Romains, était née. Les Celtes fabriquaient leurs propres pièces avec des images d'animaux, de dieux ou de symboles. Les pièces facilitaient les échanges commerciaux et témoignaient de l'importance des oppidas comme lieu de commerce et de richesse. Les oppidas avaient également une signification spirituelle et sociale. C'étaient des lieux de rassemblement pour des fêtes, des cérémonies et des réunions. Des décisions importantes y étaient prises. Des histoires y étaient racontées, des chants y étaient chantés et les traditions y étaient perpétuées. Certains oppidas disposaient d'espaces dédiés au culte ou à la vénération des ancêtres. Ces lieux contribuaient à entretenir l'esprit celtique. Plus tard, à l'arrivée des Romains, les oppidas furent perçus comme des signes de puissance. Ils livrèrent parfois de rudes batailles pour s'emparer de ces lieux. Après leur victoire, ils bâtirent souvent leur propre ville sur les anciennes cités celtiques. Mais même après leur prise de contrôle, le souvenir des oppidas persista. Ces lieux ont profondément marqué le monde celtique. L'essor des oppidas marqua un tournant dans l'histoire celtique. Il témoigna de leur croissance, de leur force et de leur évolution. Les Celtes n'étaient plus seulement des agriculteurs ou des guerriers, ils étaient des bâtisseurs, des commerçants et des chefs de communautés organisées. Les oppidas étaient leur fière création, pleine de vie et de culture. Aujourd'hui encore, les vestiges de ces villes antiques nous rappellent l'intelligence et la force des hommes qui y vivaient autrefois. Les oppidas continuèrent à se développer dans toute l'Europe celtique. Leur construction demandait beaucoup de travail et de coordination. Les hommes coupaient du bois dans les forêts, creusaient des fossés profonds et empilaient des pierres pour construire les murs. Les femmes et les enfants aidaient aussi, en préparant les repas, en tissant des vêtements et en transportant de l'eau ou de la nourriture. Chacun avait un rôle important pour faire vivre l'oppidum. L'espace dans un oppidum était bien organisé. Il y avait des rues, des zones pour le travail et des endroits calmes pour les cérémonies. Certaines maisons étaient plus grandes, faites pour les chefs ou les familles riches. D'autres étaient plus petites, pour les artisans ou les paysans. Chaque quartier avait sa fonction. Il y avait aussi des silos pour garder le grain, des puits pour avoir de l'eau, et des zones où les animaux étaient gardés.
Dans ces grands villages, la vie était plus sûre. En cas de danger, tout le monde pouvait se réfugier derrière les murs. Les oppidans servaient aussi de refuge pour les personnes vivant dans les campagnes autour. Quand une guerre menaçait, elles venaient s'y protéger. Grâce à cela, les gens se sentaient plus tranquilles et protégés. Les oppidans ont aussi changé la manière dont les gens vivaient ensemble. Dans les anciens villages, les familles étaient souvent seules ou éloignées. Dans un oppidum, les gens vivaient plus proches. Ils se voyaient tous les jours, travaillaient côte à côte et partageaient plus de choses. Cela a renforcé les liens entre les membres de la tribu. L'éducation était aussi présente dans les oppidans. Les enfants apprenaient en observant les adultes. Ils découvraient comment fabriquer des objets, cultiver la terre ou monter à cheval. Ils écoutaient aussi les anciens raconter les histoires des ancêtres, des héros et des dieux. La culture celte se transmettait ainsi de génération en génération. Les oppidans permettaient aussi des rencontres entre différentes tribus. Des visiteurs venaient de loin pour acheter, vendre ou simplement échanger des nouvelles. Ces rencontres aidaient à créer des alliances et à éviter les guerres. Elles ouvraient aussi les esprits à d'autres idées, objets et façons de vivre. Les Celtes apprenaient beaucoup en observant les étrangers et en parlant avec eux. Certains oppidans devenaient si grands qu'ils ressemblaient à de vraies villes. Ils avaient parfois des milliers d'habitants. On y trouvait des marchés tous les jours, des endroits pour manger ensemble et même des zones réservées aux fêtes. Les musiciens jouaient de la musique, les poètes récitaient des chants et les artistes peignaient ou sculptaient. La vie culturelle y était très riche. Avec l'arrivée des Romains, certains oppidans furent transformés. Les Romains construisirent leurs propres bâtiments comme des temples, des thermes, des routes pavées et des théâtres. Les Celtes commencèrent à adopter certaines idées romaines, mais ils gardèrent aussi beaucoup de leurs traditions. Les oppidans devinrent des lieux où deux mondes se rencontraient, le monde celte et le monde romain. Même après la fin de l'époque celtique, certains oppidans restèrent importants. Ils devinrent les bases de futures villes modernes. Des villes comme Paris, Lyon ou Trèves ont pu être commencées comme de simples oppidans. Leur mémoire est encore visible dans les ruines, les musées et les noms de lieux. En conclusion, les oppidans étaient bien plus que des murs et des maisons. Ils étaient le symbole d'une nouvelle étape pour les Celtes. Ces lieux montraient que les Celtes savaient bâtir, s'organiser, commercer et vivre ensemble. Ils étaient prêts à faire face à un monde qui changeait. Grâce aux oppidans, les Celtes ont laissé une trace forte et durable dans l'histoire de l'Europe. Début des rencontres romaines. La campagne gauloise de César. À la fin du monde celtique, un nouveau voisin puissant commença à se rapprocher, Rome. Les Romains gagnaient en puissance depuis de nombreuses années. Ils disposaient d'une armée nombreuse, de villes riches et de dirigeants puissants. L'un des plus célèbres dirigeants romains était Jules César. Il aspirait à davantage de territoire et de pouvoir. Environ 58 ans avant Jésus-Christ, César déclencha une guerre dans un lieu que les Romains appelaient la Gaule. La Gaule était le nom du territoire où vivaient de nombreuses tribus celtes, dans ce qui est aujourd'hui la France, la Belgique et certaines parties de la Germanie et de la Suisse. Cette guerre fut connue sous le nom de Campagne des Gaules de César. Avant la campagne de César, les Celtes de Gaule vivaient en de nombreuses tribus différentes. Certaines étaient amicales, d'autres non. Chaque tribu avait ses propres chefs, guerriers et modes de vie. Les tribus se battaient souvent pour des terres ou le pouvoir. César y vit une opportunité. Il pensait que si les tribus n'étaient pas unies, il pourrait les vaincre une par une. Il souhaitait également se faire un nom à Rome. Gagner une guerre en Gaule lui apporterait gloire, richesse et pouvoir politique. César fit venir en Gaule une armée nombreuse et bien entraînée. Les soldats romains étaient organisés et suivaient les ordres à la lettre. Ils construisaient des camps, des routes et des forts partout où ils allaient. Les guerriers celtes étaient courageux et forts, mais leurs armées n'étaient pas aussi organisées. Ils combattirent avec un grand courage, utilisant épées, lances et chars. Certaines batailles furent très dures et de nombreux hommes périrent des deux côtés. César relata cette guerre dans son livre. Commentaire sur la guerre des Gaules. Dans ce livre, il décrit les batailles et les tribus celtiques qu'il a combattues.
L'un des chefs celtes les plus célèbres de cette époque était Vercingétorix. Guerrier courageux et intelligent, issu de la tribu des Arvernes, il travailla dur pour unir les tribus celtes afin de lutter contre les Romains. Pendant une courte période, de nombreuses tribus se rassemblèrent sous son commandement. Elles utilisèrent un plan astucieux appelé la politique de la terre brûlée. Elles brûlèrent leurs propres villes et leurs réserves de nourriture afin que les Romains ne puissent les utiliser. L'armée de César eut alors du mal à s'approvisionner. La plus grande bataille de la campagne eut lieu à Alésia. Vercingétorix et son armée s'y rendirent pour résister. Ils construisirent de solides remparts autour de la colline où ils se tenaient. Mais César était prêt. Il construisit ses propres remparts autour de la colline pour piéger les Celtes. Puis il construisit d'autres remparts derrière lui pour empêcher les autres tribus de l'aider. Le siège fut long et difficile. Les Celtes, à court de vivres, ne purent s'échapper. Finalement, Vercingétorix se rendit pour sauver son peuple. Il fut emmené à Rome, puis tué. Après la chute d'Alésia, la plupart des tribus celtes de Gaule furent vaincues. Certaines continuèrent à se battre, mais ne purent arrêter les Romains. À la fin de la campagne, la Gaule était sous contrôle romain. La guerre dura environ 8 ans. De nombreuses personnes périrent et de nombreux villages furent détruits. Ce fut une période triste pour le peuple celte, mais elle changea aussi leur monde à jamais. La victoire romaine apporta de grands changements en Gaule. De nouvelles routes, villes et bâtiments furent construits. Les Romains apportèrent leur langue, leurs lois et leur mode de vie. Certains Celtes tentèrent de préserver leurs traditions, mais beaucoup commencèrent à vivre à la romaine. Ils parlaient latin, portaient des vêtements romains et respectaient les lois romaines. Au fil du temps, le mode de vie celtique commença à s'estomper dans de nombreux endroits. Même si César remporta la guerre, la bravoure du peuple celte ne fut jamais oubliée. Des chefs comme Vercingétorix devinrent des héros. Leur combat pour la liberté témoigna d'un grand courage. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui se souviennent de la campagne des Gaules et de l'histoire des Celtes qui résistèrent à un grand empire. La rencontre entre Rome et le monde celtique marqua un tournant dans l'histoire. Elle apporta guerre, changement et un nouveau mode de vie. La campagne de Gaule de César ne fut pas seulement une bataille territoriale. Ce fut le moment où l'ancien monde des Celtes commença à rencontrer le nouveau monde de Rome. Cet événement transforma l'Europe à jamais. La Grande-Bretagne, avant les Romains. Avant l'arrivée des Romains en Bretagne, l'île abritait de nombreuses tribus celtiques. Ces tribus y vivaient depuis des siècles. Elles construisaient des maisons, cultivaient la terre, fabriquaient des outils et commerçaient avec d'autres tribus d'outre-mer. La vie n'était pas simple, mais les habitants étaient forts et compétents. Ils vivaient en petites communautés et suivaient leurs propres coutumes, croyances et chefs. Cette période de l'histoire, connue sous le nom de Bretagne de l'âge du fer, était riche d'une culture et de traditions. La plupart des Britanniques vivaient dans des maisons rondes faites de bois, de boue et de paille. Ces habitations étaient chaudes et sûres. Les villages étaient construits sur des collines ou près des rivières pour se protéger et faciliter l'accès à l'eau. Certaines implantations plus importantes étaient entourées de fossés et de murs de bois. Ces lieux sont appelés forts de collines. Ils contribuaient à protéger la population en temps de guerre et lui offraient un lieu de rassemblement. Les familles travaillaient ensemble pour cultiver la nourriture, prendre soin des animaux et fabriquer les choses dont elles avaient besoin. L'agriculture était très importante dans la vie quotidienne. Les gens cultivaient des céréales comme le blé et l'orge. Ils élevaient des animaux comme des vaches, des moutons, des cochons et des poulets. La terre leur fournissait ce dont ils avaient besoin pour vivre. Ils chassaient également et cueillaient des plantes sauvages, des noix et des baies. Les outils étaient fabriqués en fer, plus résistants que les anciens outils en bronze. Les forgerons fabriquaient des outils agricoles, des armes et d'autres objets utiles. La vie était un travail pénible, mais elle avait un sens. Le commerce était courant entre les tribus de Bretagne et avec les peuples d'outre-mer. Les commerçants apportaient du sel, de la poterie, du vin et des produits raffinés d'Europe. En échange, les Britanniques échangeaient de la laine, de l'étain et d'autres ressources. Des bateaux traversaient la Manche et les marchandises circulaient le long des rivières et des chemins.
Ces routes commerciales ont contribué à l'émergence de nouvelles idées et à la connexion de la Bretagne au vaste monde celtique. Le peuple britannique était divisé en tribus. Chaque tribu possédait son propre territoire et son propre chef. Certaines tribus étaient pacifiques, tandis que d'autres se battaient souvent avec leurs voisins. Les guerriers jouaient un rôle essentiel dans la société. Ils protégeaient leur peuple et participaient aux batailles. Ils portaient des épées, des lances et des boucliers en fer. Certains montaient à cheval et se peignaient le corps avant le combat. Ils portaient des vêtements en laine, parfois décorés de couleurs et de motifs vifs. La religion occupait une place importante dans la vie quotidienne. Les gens croyaient que la nature était imprégnée d'esprit et de magie. Ils vénéraient les dieux et déesses du soleil, de la lune, des rivières, des arbres et des animaux. Les lieux sacrés comprenaient les forêts, les collines et les lacs. Les gens laissaient des offrandes telles que de la nourriture, des armes ou des bijoux pour plaire aux dieux. Il n'y avait pas de grand temple. Le culte se déroulait généralement en plein air. Les druides étaient les chefs religieux. Ils étaient également enseignants, guérisseurs et juges. Les druides étaient très respectés et se souvenaient de nombreux chants, histoires et lois. L'art et la musique faisaient également partie de la culture. On décorait des pots, des outils, des armes et des bijoux de motifs tels que des spirales et des animaux. La musique était jouée au moyen de tambours, de flûtes et de cors. Les conteurs partageaient des histoires de héros et du passé. Ces récits n'étaient pas écrits, mais transmis oralement. Ils contribuaient à perpétuer l'histoire et les valeurs d'une génération à l'autre. Lorsque les Romains commencèrent à s'intéresser à la Bretagne, l'île était déjà pleine de vie, de commerce et de culture. Ils avaient entendu parler de la richesse de son territoire et de la puissance de ses guerriers. Ils connaissaient l'étain et les autres produits que l'île pouvait offrir. Ils avaient même commercé avec les tribus. Mais la Bretagne ne faisait pas encore partie de l'Empire romain. Elle restait une terre de tribus indépendantes, chacune ayant son propre mode de vie. Avant l'arrivée des Romains, la Bretagne n'était ni déserte ni sauvage. C'était une terre riche en peuples, en idées et en traditions. Les Celtes qui y vivaient avaient leur propre vision du monde. Ils bâtirent des communautés fortes, travaillèrent la terre et honorèrent leurs dieux. Bien qu'ils ne disposaient d'aucune trace écrite, leur histoire perdure à travers l'archéologie, les légendes et les traces qu'ils ont laissées sur le territoire. L'arrivée des Romains allait apporter de grands changements, mais le souvenir de la Bretagne antique ne tomberait pas dans l'oubli. Les Galates, Asie mineure celtique. Il y a bien longtemps, un groupe de Celtes entreprit un long et courageux voyage. Ils quittèrent leur foyer d'Europe et voyagèrent loin vers l'Est. Ce peuple devint connu sous le nom de Galates. Ces Celtes finirent par s'installer en Asie mineure, aujourd'hui partie de la Turquie. Leur histoire est jalonnée de voyages, de guerres et de nouveaux départs. Elle montre que les Celtes n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des colons qui fondèrent de nouveaux foyers dans des contrées lointaines. Le voyage des Galates commença environ 280 ans avant la naissance du Christ. À cette époque, de nombreuses tribus celtes se déplaçaient à travers l'Europe. Certaines se dirigèrent vers l'ouest, vers des pays comme la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande. D'autres se dirigèrent vers l'est, traversant rivières et montagnes. Un groupe important s'installa dans la région des Balkans, qui comprend des pays comme la Grèce et la Macédoine. C'étaient des guerriers forts et courageux, en quête de terre et de richesse. Ces tribus livrèrent des batailles en chemin et s'emparèrent de ce dont elles avaient besoin pour survivre. Lorsque les Celtes atteignirent les terres proches de la Grèce, ils rencontrèrent de puissants rois et armées. Un groupe celtique tenta d'attaquer le temple sacré de Delphes, en Grèce, mais ils furent repoussés et vaincus. De nombreux Celtes périrent, et les autres durent trouver un nouveau lieu de résidence. Certains de ces survivants poursuivirent leur route vers l'est. Ils traversèrent la Thrace et atteignirent l'Asie mineure. Là, un roi nommé Nicomède de Bithynie leur donna des terres en échange de leur aide au combat. Les Celtes acceptèrent et s'installèrent dans la partie centrale de l'Asie mineure. Cette nouvelle terre prit le nom de Galatie, du nom des Galates qui y vivaient. Le territoire était vallonné, peuplé de rivières et de plaines. Il était propice à l'agriculture et à l'élevage. Les Galates y bâtirent des villages et y fondèrent des familles.
Bien qu'éloignés de leur ancienne patrie, ils conservèrent nombre de leurs coutumes celtiques. Ils parlaient leur propre langue, portaient leurs vêtements traditionnels et suivaient leurs anciennes coutumes. Ils étaient toujours fiers d'être celtes. Les Galates ne vivaient pas seuls. Ils étaient entourés de cités grecques et d'autres populations locales. Au fil du temps, ils commencèrent à commercer et à dialoguer avec leurs voisins. Ils acquéraient de nouvelles compétences et idées. Ils partageaient également leur propre culture. Cette diversité de modes de vie favorisa le développement des Galates et de la population locale. Les Galates devinrent réputés pour leur redoutable combativité. De nombreux rois et dirigeants locaux les engagèrent comme soldats. Ils étaient courageux, compétents et loyaux au combat. Chaque tribu galate avait son propre chef. Les trois principales tribus étaient les Tectosages, les Tolistoboges et les Trochmis. Ces tribus travaillaient ensemble, mais faisaient aussi leurs propres choix. Elles bâtissaient des forteresses sur les collines pour protéger leurs terres. Elles comptaient des guerriers, des agriculteurs et des artisans. Ils vivaient dans des maisons simples de bois et d'argile. Leur vie ressemblait beaucoup à celle des autres Celtes, même s'ils étaient désormais loin de l'Europe. Au fil du temps, les Galates s'intégrèrent au monde. Le puissant empire romain s'étendit et atteignit l'Asie mineure. Les Galates combattirent d'abord les Romains, puis conclurent la paix. Certains d'entre eux collaborèrent même avec les Romains et les aidèrent au combat. Les Romains leur permirent de conserver leurs terres, mais exigeaient des impôts et des soldats. Les Galates conservèrent leur identité celtique, même après leur intégration au monde romain. Une histoire célèbre concernant les Galates est tirée de la Bible. Un homme nommé Paul écrivit une lettre aux chrétiens de Galatie. Cette lettre est aujourd'hui appelée le Livre des Galates. Elle montre que, même à l'époque romaine, la Galatie était encore une ville importante et peuplée. Les Galates commencèrent peu à peu à parler grec et à suivre les lois romaines. Mais ils n'oublièrent pas leurs origines. L'histoire des Galates est particulière. Elle illustre les distances parcourues par le peuple celte et sa force. Ils ont traversé montagnes et rivières, livré bataille et bâti une nouvelle vie sur une terre nouvelle. Ils se sont mêlés à d'autres cultures tout en restant fidèles à la leur. Les Galates faisaient partie du monde celtique, mais ils ont également marqué l'histoire de l'Asie mineure. Aujourd'hui, la mémoire des Galates perdure. Leur nom est toujours connu et leur histoire est toujours racontée. Ils nous rappellent que l'on peut voyager loin, affronter de grands défis et garder son esprit vivant. Les Galates d'Asie mineure étaient celtiques de cœur, même dans un pays lointain. Après leur installation en Asie mineure, les Galates commencèrent une nouvelle vie. Ils apprirent à connaître leur nouvel environnement. Les terres étaient différentes de celles qu'ils avaient connues, mais elles étaient riches et fertiles. Les Galates savaient cultiver la terre, élever des animaux et construire des villages. Ils plantèrent du blé, des légumes, et ils élevaient des chèvres, des moutons et des vaches. Le climat était plus chaud que dans leur ancienne patrie, mais ils s'y habituèrent. Ils apprirent aussi à utiliser les plantes locales pour la nourriture et la médecine. Les femmes galates jouaient un rôle important. Elles s'occupaient des enfants, préparaient les repas et tissaient les vêtements. Les hommes travaillaient aux champs, fabriquaient des outils ou se préparaient à défendre leur territoire. Les Galates fabriquaient aussi de beaux objets. Ils faisaient des bijoux, des épées, des boucliers et des poteries. Leurs artisans étaient très habiles. Ils utilisaient le bois, le fer, l'argile et même l'or. Ils décoraient leurs objets avec des motifs celtiques, comme des spirales et des animaux. Ces objets montraient leur culture et leur créativité. Ils vivaient souvent en groupes de famille et chacun aidait les autres. Ils construisaient des maisons solides avec des toits de chaume. Les villages avaient aussi des lieux pour les réunions et les fêtes. Les enfants apprenaient en observant les adultes. Ils grandissaient avec les histoires et les chansons anciennes. La religion des Galates était aussi importante. Ils croyaient en plusieurs dieux liés à la nature, le soleil, la lune, la terre, les rivières. Les druides étaient les chefs spirituels. Ils guidaient le peuple, enseignaient et faisaient les cérémonies. Même loin de l'Europe, les Galates gardaient leur foi et leurs traditions. Avec le temps, les relations entre les Galates et leurs voisins s'améliorèrent. Ils n'étaient plus vus seulement comme des guerriers, mais aussi comme des alliés et des marchands. Ils échangeaient des produits comme le cuir, le grain, le métal et les tissus.
En retour, ils recevaient du vin, des céramiques et des outils nouveaux. Certains Galates devinrent très respectés dans la région. Ils étaient invités à des réunions importantes et participaient aux décisions locales. Leur force et leur sagesse étaient reconnues. Des Galates furent même engagés comme gardes du corps par des rois voisins. Ils étaient connus pour leur bravoure, leur fidélité et leur courage. Lorsque les Romains prirent plus de pouvoir, les Galates durent faire des choix. Certains décidèrent de résister. D'autres préférèrent la paix. Les Galates savaient que Rome était un empire puissant. Ils choisirent souvent d'éviter la guerre. En échange, Rome leur laissa une certaine liberté. Grâce à cela, les Galates purent continuer à vivre selon leurs traditions tout en s'adaptant au monde romain. Ils commencèrent à utiliser la monnaie romaine, à écrire avec l'alphabet grec et à participer à la vie publique. Ils gardaient cependant leur langue et leur identité dans les familles et les villages. L'histoire des Galates est un bel exemple de force, de courage et d'adaptation. Même loin de leur terre d'origine, ils ne perdirent pas leur âme celtique. Ils construisirent une nouvelle vie, en paix avec d'autres peuples, tout en restant eux-mêmes. Aujourd'hui encore, les archéologues découvrent des traces de leur passage, des tombes, des bijoux, des outils. Ces objets nous parlent du passé et de la richesse de la culture galate. Leur aventure montre que les peuples peuvent voyager, s'adapter et rester forts dans leur cœur. La chute de la Confédération belge. À l'époque de la campagne de Gaule de Jules César, de nombreuses tribus celtes de Gaule tentèrent de résister à la puissance de Rome. L'un des groupes les plus puissants était la Confédération belge. Il ne s'agissait pas d'une seule tribu, mais de plusieurs tribus travaillant ensemble. Elles vivaient dans le nord de la Gaule, dans ce qui est aujourd'hui la Belgique et certaines parties du nord de la France. Les tribus belges étaient réputées pour leur courage, leur habileté au combat et la force de leurs chefs. Elles refusaient la domination romaine. Elles souhaitaient rester libres et protéger leur territoire. Mais leur combat allait s'inscrire dans une grande lutte et leur chute marquerait la perte d'une autre partie du monde celtique. Environ 57 ans avant Jésus-Christ, César tourna son armée vers le territoire belge. Il avait déjà combattu des tribus du sud et souhaitait prendre le contrôle de toute la Gaule. Les Belges, informés de ses plans, décidèrent d'agir en premier. Ils formèrent une confédération, ce qui signifie qu'ils acceptèrent de travailler ensemble comme alliés. Ils rassemblèrent une importante armée composée de nombreuses tribus, dont les Nerviens, les Atrébates, les Éburons et d'autres. Leur objectif était d'arrêter César avant qu'il ne puisse les attaquer un par un. César vit que les Belges étaient prêts au combat. Il savait qu'ils étaient forts, alors il avança prudemment. Il envoya ses légions vers le nord et commença à construire des forts et des lignes de ravitaillement. Certaines tribus belges, effrayées, choisirent de faire la paix avec Rome. D'autres, en revanche, restèrent fortes et se préparèrent à la guerre. L'une des premières grandes batailles eut lieu près de la Sabis. On l'appelle parfois la bataille de la Sambre. Les Nerviens étaient l'une des tribus les plus féroces de la Confédération belge. Ils surprirent l'armée de César en attaquant pendant que les Romains installaient leur camp. Au début, ces derniers furent en difficulté. Les Nerviens combattirent avec acharnement et faillirent briser la ligne romaine. Mais ces derniers se regroupèrent rapidement. Leur discipline et leur entraînement leur permirent de renverser la situation. Au final, de nombreux guerriers nerviens furent tués. La tribu perdit une grande partie de ses forces ce jour-là, mais leur bravoure resta gravée dans la mémoire des Romains. D'autres batailles s'ensuivirent. Certaines tribus capitulèrent face à la puissance des légions romaines. D'autres continuèrent à se battre en petits groupes, utilisant les forêts et les marais pour se cacher et attaquer quand elles le pouvaient. L'une des révoltes ultérieures les plus célèbres fut celle des Éburons, menée par un certain Ambiorix. Il trompa une armée romaine pour la forcer à quitter son camp, puis lui tendit une embuscade et la détruisit. Ce fut l'une des plus lourdes pertes de César en Gaule. Ambiorix devint un héros pour son peuple, mais les Romains revinrent bientôt avec davantage de soldats. César voulait s'assurer que les tribus belges ne puissent plus se soulever. Il traversa leurs terres, incendiant villages et pillant leurs vivres.
Nombre d'entre elles moururent ou furent réduites en esclavage. La Confédération belge, autrefois forte et unie, commença à se désagréger. Sans guerriers ni provisions, les tribus ne pouvaient plus se battre. Certaines tentèrent de faire la paix, d'autres furent contraintes de fuir. Au fil du temps, les Romains prirent le contrôle total du territoire. Après la chute de la Confédération belge, la vie dans le nord de la Gaule changea. Des villes romaines furent construites. Des routes furent aménagées pour le commerce et le déplacement des armées. Le latin devint la langue principale. Les anciennes coutumes celtiques furent peu à peu remplacées. Certains Belges devinrent citoyens romains. Ils servirent dans l'armée romaine et vécurent sous le droit romain. D'autres préservèrent leurs traditions du mieux qu'ils purent. La chute de la Confédération belge fut une grande perte pour le monde celtique. Elle démontra que même les tribus les plus courageuses ne pouvaient arrêter l'Empire romain. Mais elle témoigna aussi du courage des peuples qui combattirent pour leur liberté. L'histoire des Belges nous rappelle une époque où les tribus celtes étaient unies et fortes. Elles ont peu être perdu la bataille, mais leur esprit a survécu dans les chants, les récits et les souvenirs. Aujourd'hui, nous commémorons les tribus belges non seulement pour leur chute, mais aussi pour leur bravoure. Elles ont marqué une histoire plus vaste, la rencontre de deux grands mondes, celtiques et romains. Cette rencontre a changé l'histoire, et dans cette histoire, les Belges ont joué un rôle important et fier.